J'ai noté un froid dans l'assistance. C'est le seul élément structurant qui a fait évoluer la technologie du circuit imprimé. Pour pérenniser, il faut mondialiser. Donc ça veut dire pour durer, il faut mondialiser, il faut standardiser. Je ne vais pas dessiner des pistes de 50 microns si j'ai choisi des composants qui tolèrent des pistes de 200 microns. Non, mais monsieur, il n'y a plus d'électronique en France. On passe d'une position de premier de la classe à une position où on ne sait même pas si on fait de l'électronique en France. D'accord. Mais pour ça, vous avez payé. Et pour ça, on a payé 35 kg à peu près. On avait des gains de compétitivité sur les étapes de placement-routage de 70%. Je pense que si on n'avait pas fait ça au sein d'une grosse entreprise comme nous, je pense qu'on aurait arrêté de faire de l'électronique en interne. Là, on pourra vraiment me critiquer. Je considère que le DFM est une déviance du système. Ce type de document va apporter et apporte déjà des gains de compétitivité phénoménaux dans l'entreprise. Il faut que quand on parte, on ait remis une situation dans l'état de celle qu'on avait quand on est arrivé. 70 à 80% des paramètres de conception, c'est lié au circuit imprimé nu, au PCB. Et on va redonner de la compétitivité à nos EMS, on va redonner de la compétitivité à toute notre filière. Et avec l'intelligence artificielle, Cadence va sortir la première version des outils qui vont générer du vernis épargne en mode positif et non plus négatif dans leur solution CAO dans les mois à venir. Salut Christian, salut à tous. Salut Grégoire. Déjà, un grand merci d'être là. Voilà, je vais bientôt te demander de te présenter, mais avant ça, j'aimerais te donner un peu de contexte à cet échange. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégoire Boulet, je suis routeur CAO, PCB designer ou implanteur, comme on dit chez Thales, là où tu travailles. Et pour ceux qui découvrent l'électronique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai dédiée à ce métier. J'ai travaillé plus de 11 ans dans une société de prestation de services spécialisée dans le routage. Et en 2016, j'ai été amené à travailler plus d'1 an sur le site de Thales à Cholet. Donc c'est là qu'on s'est croisés pour la première fois. J'ai rapidement vu l'impact que tu as eu dans l'organisation de Thales, notamment sur la surcouche que tu as développée dans le logiciel de routage Cadence et les routines classiques que tu avais mis en place. Donc ça, on va revenir de toute façon. On s'est ensuite recroisé le 22 juin 2023 lors de la présentation de l'AFNOR Spec 2212. On aura aussi l'occasion d'en reparler car c'est un projet dont tu es à l'origine. Et lors de cette journée, j'ai proposé au collectif 2212 de créer du contenu, de la formation, des outils dynamiques et autres autour de ce document. Et depuis, on échange régulièrement. J'ai pu intégrer le collectif 2212 ainsi que l'UF 91. C'est une expérience pour moi très enrichissante et j'ai beaucoup de discussions avec des experts du coup comme toi. Et c'est grâce à ces discussions qui m'ont poussé à lancer ce podcast. Voilà pourquoi tu es l'invité parfait pour ce premier épisode. Mais il y a aussi une deuxième raison, ton métier. Pour être franc, avant de préparer ce podcast, j'avais beaucoup de mal à comprendre précisément ce que tu faisais. Mais une chose m'impressionne, moi, je te vois partout, séminaires, colloques, tous les rendez-vous importants de l'électronique. Et pas qu'en simple visiteur, tu es aussi un acteur clé. Et ça, dans tous les domaines, conception, fabrication, testabilité, assemblage. Tu as une vision complète du secteur et des actualités. Et on aura justement l'occasion d'en reparler dans notre conversation. Voilà, tu es simplement le monsieur électronique français. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Peux-tu te présenter et si tu arrives, de nous expliquer ce que tu fais chez Thales? Bon, c'est un honneur d'être là. Hein. C'est vraiment une première pour moi. Donc j'espère que je vais essayer d'être à peu près clair. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que tu as parlé de 11 ans dans le circuit imprimé pour toi. Moi, j'ai commencé en 1988. Donc, 1988, ça doit faire 36 ans cette année. Je suis partout. Oui, alors, j'ai un rôle. Je vais indiquer mon rôle dans Thales à l'heure actuelle. Donc, j'ai un rôle d'expert en méthode et outils de conception en carte électronique. Okay. Et je suis arrivé à ce poste en partant du placement routage, donc ce que tu as appelé le routage de circuit imprimé. J'ai développé une position originale dans l'entreprise autour du circuit imprimé. La conception du circuit imprimé a failli quitter les grands donneurs d'ordre. A failli quitter le monde de la conception électronique et était vouée à rejoindre le monde de la fabrication électronique. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et devant cette déviance à l'époque, on s'est engagé, je me suis engagé personnellement pour expliquer l'intérêt premier du placement routage des cartes électroniques avec les équipes de conception et de ne pas séparer cette activité du monde de la conception.
Donc ça faisait déjà, dans les années 2000, ça faisait déjà quelques années que je faisais du circuit imprimé. Si tu es d'accord, je vais revenir un petit peu comment j'y suis arrivé, au tout début. Je me vouais pas du tout à l'électronique. Je me vouais à des activités beaucoup plus à l'extérieur, des activités, comme j'ai pu te le dire par le passé, initialement, je voulais être garde forestier, je voulais être agriculteur. Pour des raisons de problèmes d'orientation, je me suis retrouvé à devoir me réorienter autour de mes 20 ans. Et j'ai découvert l'électronique à ce moment-là. L'électronique, j'ai pas des souvenirs très importants d'électronique dans ma phase collège et phase lycée. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à faire un stage chez un indépendant à Cholet. Quelqu'un qui développait des petits équipements électroniques en autonomie pour de la régulation de systèmes de cheminée avec récupération de chaleur. Et là, on est en 1986. En 2 semaines, je me retrouve à souder des composants, il m'explique des fonctions électroniques, je n'ai jamais fait d'électronique avant, et je tombe dans un monde que j'imaginais, mais pas du tout. Et je décide de partir vers l'électronique, parce que la voie vers la nature qui m'obsédait plus avant n'était plus possible. Donc je me retrouve, mais c'est vraiment une rencontre avec une personne, son entreprise ne doit plus exister, indépendant sur Cholet, et j'ai câblé en 2 semaines, je ne sais pas, peut-être une centaine d'équipements différents. Il m'a expliqué le fonctionnement de fonctions électroniques alors que je n'y connaissais rien, et j'ai eu un appel. Ok, t'avais quel âge là du coup à cet âge? Et là, j'avais 20 ans. 20 ans. Ouais, 1986. Ah oui, donc parce que je voulais faire garde forestier, et à l'époque, alors j'ai donné la raison quand même, j'ai pas pu poursuivre dans la nature à ce moment-là. À l'époque, les métiers comme garde forestier sont rattachés au ministère de la Défense. Et je vais être exempté du service militaire pour des problèmes visuels. D'accord. Okay. Donc la voie, je pensais être garde forestier avec un volontaire service long militaire et autres, une voie assez habituelle pour ce métier-là. Et en fin de compte, j'ai un coup près et je ne peux pas aller plus loin. Okay. Donc je me retrouve globalement avec rien. Et je fais une formation. Donc je fais ce stage, une sorte de remise à... Une sorte, comment on pourrait appeler ça, l'Agence pour l'emploi de l'époque me propose ce stage d'initiation, de découverte. Et ce stage de découverte à 20 ans qui me dévoile un début de passion vers un sujet que je ne connaissais pas. Et je décide de faire une formation pour adultes en électronique. J'ai que 20 ans, mais ayant stoppé mes activités, mon parcours scolaire, je choisis une voie professionnelle et je vais à Angers et je fais à l'AFPA d'Angers, je fais un équivalent Bac+2 en électronique et automatisme industriel. D'accord. Et donc là, je conçois des cartes. Sans bagage. Sans aucun bagage. Okay. Avec un bagage quand même à un niveau bac en mathématiques et autres. Okay. Un niveau, et à cette époque-là, il y avait déjà des bacs électroniques ou moi, il y a déjà plus les bacs techniques, on était déjà sur des bacs généraux. D'accord. Ok. Donc je me retrouve avec un niveau bac en 12 mois, je vais à l'AFPA, c'est le modèle de fonctionnement à l'époque. On développait 11 projets différents et chaque projet correspondait à une carte électronique. Et j'ai développé des cartes électroniques simples, plus complexes, et des choses même nettement plus complexes avec les technologies de l'époque, qui n'étaient pas du tout ridicules. Et je me prends une véritable passion sur la partie plutôt électronique numérique et la partie développement des circuits imprimés. Et donc j'essaie de les retrouver, je pense qu'ils sont à la maison, tous ces circuits imprimés que j'ai développés à l'époque, les milliards, je dois les avoir. Et je me trouve une vraie facilité pour faire le circuit imprimé. Vraie facilité. Je termine ma formation électronique qui n'était pas prévue. J'ai mon diplôme, un premier diplôme. Et le hasard fait que je suis recruté sur Thomson CSF Cholet en 1988. Ok. 2-3 mois après ma fin de stage, comme implanteur de circuits imprimés. D'accord. Et du coup, tu en avais déjà fait un petit peu dans les projets Et j'en avais fait à la main. Par contre, j'avais dessiné des circuits imprimés à la main avec des pistes en ruban, sur des millards. On avait fabriqué les circuits imprimés, on avait utilisé le perclos. Le millard, pour expliquer pour tout le monde, c'est ce que tu envoies à la fabrication, c'est des sortes de Gerber maintenant de cette époque-là. Ça serait le Gerber, sauf qu'on... Oui, et on développait directement le Gerber.
On dessinait le plan d'ensemble en dessinant ses composants de A à Z sur une surface quadrillée. On dessinait ces composants qu'on avait choisis dans la fonction électronique et on dessinait les pistes. D'accord. Donc c'est des grandes feuilles, elles sont transparentes, c'est ça? Dans un premier temps, ce sont des grilles de dessin, des vraies feuilles de dessin. Et une fois qu'on a dessiné nos composants électroniques, la vraie forme des composants électroniques, on imagine le cheminement, on a fait son schéma électronique, on imagine le cheminement des composants et on commence à poser dessus un mylar, donc un support transparent, et on vient dessiner par-dessus les pistes qui raccordent les composants. Donc ça, c'est une échelle plus grande aussi, j'imagine. On le faisait à échelle 1. À échelle 1. À l'école, on le faisait à l'échelle 1. OK. Et on obtenait le Gerber, mais porté sur un film, donc physique. Les largeurs de piste, alors on va y revenir tout au long de notre séance, elles sont standardisées, il n'y a pas 50 largeurs possibles. Il y a les largeurs de piste font 1 mm de large, parce que c'est la largeur du ruban. On ne découpe pas le ruban, on le déroule. Mais les largeurs, tout est extrêmement standardisé. OK, donc on dessine les pistes avec le ruban, on fait une petite... Exactement. Trop bien, OK. Et donc je pense les avoir conservés et je me découvre une vraie facilité à avoir des choses extrêmement optimisées. Un nombre très peu de croisements, donc on faisait du simple couche. Les croisements, on les faisait avec des dispositifs de strap qu'on faisait avec les pattes des composants qu'on tordait et on faisait. Mais globalement, on fabriquait notre circuit imprimé, on le concevait, on le fabriquait, on l'assemblait, on le testait et on le mettait en œuvre. Jusqu'à des choses relativement complexes. C'est l'arrivée des premiers microprocesseurs. On est les familles Motorola, les familles 6800, 6809, les composants qui accompagnent toute cette électronique-là. Et je me prends une passion pour le placement-routage et une seconde passion, le développement du logiciel vraiment enfoui. Donc on écrivait en assembleur, même pas un langage évolué, directement en assembleur, les commandes, et on connaît parfaitement comment se comporte une carte électronique, comment elle fonctionne, on le connaît à la perfection, on règle chacun des registres, on y accède directement. Une passion, je me retrouve 2 mois plus tard à Thomson CSF, et je me retrouve dans un service d'implantation de circuits imprimés. Très bien. Ok. Tu veux que je poursuive ? Vas-y, poursuis. J'arrive, donc là, un monde complètement différent, une très grande entreprise déjà à l'époque, Thomson CSF, et l'originalité de ce service d'implantation des circuits imprimés, il était rattaché aux équipes techniques, aux équipes d'ingénierie à l'époque, mais la personne qui m'a recruté était également directrice de l'atelier des fabrications des circuits imprimés en interne. Donc à cette époque-là, on fabrique nos circuits imprimés au sein de l'entreprise, sur le site. Okay. Et la personne qui pilotait l'activité de conception des circuits imprimés, le placement routage, était également la personne qui dirigeait l'activité de fabrication des circuits imprimés. Donc une vraie... C'était bien lié, quoi. Enfin, un lien extrêmement fort et qui ne tolérait aucun écart. C'est-à-dire que les règles étaient extrêmement établies. Il n'était pas question que l'information itère en boucle entre l'activité de conception et de fabrication. Ce qu'on concevait devait être fabricable en l'état. Donc, déjà, on va en reparler, le référentiel technique était unique entre le monde de la conception et de la fabrication. Donc, on était parfaitement alignés, on ne se posait même pas la question de faire vérifier son travail. Okay. Il y avait déjà des normes à l'époque, c'est ça ? Il y avait déjà des normes, donc il y avait des normes... donc, quand j'ai commencé donc, la prise en main de l'outil, donc l'outil était, pour nous qui arrivions dans le monde de l'industrie, on était devant un maxi ordinateur. Je ne sais pas si on retrouverait des photos de ces ordinateurs sur le net. Hein. C'était des stations de travail qui avaient 2 écrans intégrés, une grande table de digitalisation avec des dizaines de commandes qu'on sélectionnait avec des souris extrêmement performantes et des logiciels extrêmement évolués. On n'est pas sur le monde Windows, on n'est pas sur le monde Unix, on est sur le monde d'avant, le monde VMS, qui sont des gros calculateurs. Et on travaille avec des outils qui, en 1988, n'ont pas toujours à rougir de ce qu'on ferait même maintenant. Oui. Les outils étaient extrêmement évolués parce que les performances des moyens de calcul étaient limitées, donc il fallait compenser par des outils extrêmement évolués. J'utilise l'outil Intergraph, l'outil de la société Intergraph, qui s'appelait IEDS, qui veut dire Engineering Electronic Design System, de mémoire.
Et Intergraph était une boîte qui existe toujours, hein, qui fait de la conception de plateformes pétrolières. Pour donner un ordre d'idée de qu'est-ce que fait l'entreprise à l'heure actuelle, ils sont leaders dans l'ingénierie compliquée de la fabrication d'entreprises. Et ils avaient une activité de conception de circuits imprimés, de circuits hybrides, extrêmement performante, où j'ai fait mes armes pendant quelques années, avec plaisir. Je crois que je me souviens de tous les circuits que j'ai fait sur ce type d'environnement. Donc là, tu es passé du milliard au PC, à l'ordinateur. De l'ordinateur. Avec quelque chose qui était compliqué à l'époque. On était sur le placement routage chez l'éditeur Intergraph, l'outil IEDS, et le schéma électronique était saisi sur la solution Valide, qui est devenue Cadence ensuite. Donc on avait une schématique dans un environnement donné, et on avait le layout, le placement routage, dans un autre environnement. Donc on avait deux outils disjoints qu'il fallait connecter par des dispositifs internes. Ok, d'accord. Ouais. Donc, oui, c'était un envoi de netlist ou quelque chose comme ça. Exactement. Après, donc les netlists, déjà à l'époque, existaient, avec quelquefois de la ressaisie même de netlist, hein, de la saisie de netlist même complexe à faire à la main. Ouais. Okay. Donc il n'y avait pas de lien. Si je voulais la résistance dans le schéma, il ne fallait pas cliquer dessus pour avoir... Non, on était très loin de tout ça. D'accord. Donc il y a quand même eu des améliorations dans les logiciels actuels. Il y a eu des améliorations. Par contre, ça imposait une maturité des données extrêmement forte parce que la capacité à travailler de manière incrémentale était limitée. Donc il fallait que la maturité des données d'entrée soit forte pour éviter justement ces allers-retours. Ok. Je fais ça en 1988 et à ce moment-là, donc 88, 89, 90, et à ce moment-là, à l'échelle de Thomson CSF, on a une personne qui moi, m'a marqué toute ma carrière, donc qui est parti en retraite maintenant depuis quelques années, et qui constate qu'au sein de l'entreprise, Thomson CSF est déjà une entreprise importante avec de nombreuses activités différentes, de nombreux sites, et quasiment dans chacun des sites, on a des outils CAO différents. Il mesure ça. Il mesure que le temps de modélisation des composants pour alimenter ces outils CAO est démultiplié et a un risque d'erreur important. Oui, sur chaque logiciel, il faut recréer le composant. Il faut recréer, et chaque personne le recrée quasiment pour son propre usage. Oui. Donc la notion de librairie partagée n'est pas en place ou est embryonnaire. Même si moi, dans mon entreprise où j'étais sur Cholet, c'était quand même très mature déjà. Et il convainc la direction de Thomson CSF de l'époque de lancer un vaste projet cherchant à unifier l'outil CAO au sein de l'entreprise. Donc faire le choix d'un seul outil CAO, de faire le choix d'une librairie unique pour tout le monde et d'aider les concepteurs à choisir leurs composants pour se prémunir de l'obsolescence, pour standardiser l'usage des composants. On est en 1989-90. Ouais, et cette intention se concrétise avec le support de l'entreprise et démarre au sein de Thomson CSF puis de Thales, démarre cette démarche d'outils unifiés, librairies unifiées, pratique le plus unifié possible à l'échelle du groupe. À ce moment-là, j'étais jeune sur le site de Cholet et je me retrouve associé dès 1991-92 à ce projet. Et je vais y prendre une part chaque année plus importante. En parallèle, je décide de développer mes connaissances en informatique parce que je sens bien qu'il faut améliorer le fonctionnement de ces outils et je me lance à suivre des cours du soir. Et je reprends un parcours plus académique en informatique et je démarre je vais avoir un premier bac+2 en informatique en cours du soir en 2 ou 3 ans. En informatique industrielle, j'en passe un second en génie informatique. Donc je me retrouve avec 2 bac+2, mais que je fais presque par le plaisir, avec un vrai plaisir de m'appuyer sur les mathématiques, sur l'informatique primaire et autres, pour bien comprendre et m'armer. Et mes responsables m'invitent à poursuivre, et je vais passer une licence et puis un master et un diplôme d'ingénieur que je vais faire en alternance sur la dernière année
en informatique industrielle, en gestion de projets informatiques et autres. Donc tu as plus de diplômes en informatique qu'en électronique. J'ai plus de diplômes en informatique qu'en électronique. Par contre, ce que j'ai appris, les fondamentaux en électronique de mes premiers enseignements sont toujours présents, et c'est vraiment ce qui me permet d'avoir cette vision que tu as évoquée d'ensemble. Ensuite, quand je me retrouve impliqué dans ces démarches de standardisation des outils CAO, des modèles CAO, l'ensemble de la démarche au sein de l'entreprise. Je comprends, même peut-être plus que ceux qui l'ont initié, l'intérêt en termes de compétitivité que ça apporte. L'idée à l'époque, c'était de rationaliser plus les activités de nombre de personnes qui faisaient de la modélisation, qui faisaient des librairies. Tu vois, le fait de limiter le nombre de personnes, on rationalise l'équipe, donc on a des gains en personnes, on a des gains en qualité, on a des gains en efficacité. Mais les gains les plus importants qui étaient, à mon avis, qui sont apparus et que moi je perçois toujours, c'est les gains en compétitivité que ça apporte pour chacun des projets qui utilisent la méthodologie ensuite. Donc, je prolonge l'intention de Yves Bocongibaud qui a initié ça dans les années 90, et je prolonge à partir de 95, 96, même un peu avant, je prolonge en commençant à augmenter l'outil CAO pour automatiser tout ce que les gens font de manière répétitive. Okay. Donc en gros, tu as fait une surcouche du logiciel, tu as codé ça, c'est ça? Exactement. Donc j'ai codé ça dans l'environnement Allegro de Cadence. Donc j'ai démarré de manière expérimentale, parce que l'avantage de la technologie Cadence Allegro, c'est qu'elle offre à tout un chacun la capacité de développer avec les mêmes niveaux de facilité que le font les développeurs de l'entreprise Cadence. Donc on a accès au même niveau d'accès à la base de données en lecture-écriture, en langage de programmation enfoui, qui est un langage qui fait sourire quelquefois. C'est un langage Lisp, qui veut dire List Processing, qui est un langage pour moi extrêmement adapté à ce métier-là, que Cadence a appelé sous la forme de Skill, S-K-I-2-L. Donc je me fais une vraie facilité de développement avec ce langage-là, et je vais chercher à automatiser tout ce qui me semble répétitif et tout ce qui me semble pas optimal avec l'outil. Et c'est là qu'on peut faire une petite aparté qui me semble intéressante. Ces outils, tous les outils CAO ont été imaginés par des gens qui faisaient de la conception électronique dans leur phase initiale. L'outil Cadence Allegro que j'évoque, il démarre au début des années 80, 1980. Ouais. Je suis 10-15 ans plus tard. Les gens qui ont créé ces outils étaient des gens qui concevaient et qui avaient des difficultés à gérer leur complexité de manière manuelle et autres, et ont commencé à développer des facilités et autres. Quand j'ai commencé à faire le placement routage au sein de Thomson CSF, en interne de Thomson CSF, on avait 3 ou 4 outils de ce type-là. Donc des outils CAO à part entière, avec des routeurs automatiques et autres, dès les années 85-90. Okay. Et je pense que c'était la même chose partout. Donc on avait une profusion de solutions diverses et variées, développées de manière informatique, faites par des ingénieurs pour leur simplifier l'existence. Et des gens ont cru dans ces outils-là, les ont fait grossir et en ont fait des outils CAO. L'outil Cadence, comme tous les autres outils, sont nés de cette manière-là. On aurait pu aussi bien... je n'ai pas connu vraiment de Français qui ont osé faire ça. Ce n'est pas dans nos gènes. Mais on aurait pu tout à fait... On avait largement les briques de base à notre époque pour faire les outils CAO premiers de la classe. Hein. L'exemple que je connais, c'est l'exemple Dassault Systèmes avec l'outil CATIA, qui est né de cette manière-là. Et Dassault en a fait un leader mondial dans la conception mécanique. On aurait pu faire la même chose en électronique. Donc j'enrichis mon environnement de conception et surtout je me préoccupe de la manière de déployer les choses. Et on ne fait que simplifier toutes les tâches répétitives. On améliore l'interface, on standardise les pratiques, la production des dossiers, des plans et autres. On essaie de l'automatiser autant que faire se peut. Et c'est un succès direct.
Parce que dès que l'on facilite, tout en étant très cohérent par rapport aux attentes opérationnelles, il y a une acceptation très forte. Il n'y a pas besoin d'imposer l'outil. Les gens l'utilisent par construction. Donc, je me fais une particularité au sein d'entreprise de faire ces développements pour augmenter l'outil Allegro PCB. L'outil, on va l'appeler PCB View. Ok. Au début, on l'appelait la vue PCB en français, et je me souviens de quelqu'un en 1994 a dit non, il faut lui donner un nom anglais tout de suite, on l'appelle PCB View. et cet outil maintenant est connu de tout Thales. Il est utilisé encore de nos jours, et il continue à grossir chaque trimestre où il y a une nouvelle version qui sort pour l'entreprise. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on va standardiser toutes les tâches répétitives, mais de manière excessive. On va vraiment amener des gains de productivité qui étaient... Donc, par exemple, c'est la sortie de dossier, tu vas tout générer. Sortie de dossier ou des étapes dédiées... alors, on ne va pas réécrire un outil de placement, on ne va pas réécrire un outil de routage, mais par exemple, on va automatiser la manière d'assurer le test électrique des cartes. D'accord, donc toute la mise en place des points tests. Des points de test, les contrôles et autres, okay. On va les gérer. Tout le paramétrage de l'outil par rapport à des règles de conception, on va les mettre en place. On va ajouter un nombre de contrôles extrêmement important et on vient faire une production entièrement automatisée de tout le dossier. Le fameux dossier de définition, ce qui va servir à produire in fine. Et le dossier de définition, on va le rendre unique, peu importe où on le produit dans Thomson puis dans Thales, avec des gains de productivité extrêmement importants. On réduisait à l'époque, en 2002, donc ça me vaut un prix remis par le directeur de Thomson à l'époque, qui est devenu, même à l'époque c'était Thales, donc Denis Rank, je reçois un prix majeur en 2003, un Thales Innovator Sonors, pour ce travail d'informatisation du processus de conception. C'est quand même rigolo. On est sur un outil CAO et je fais un travail d'informatisation. Et il faut bien voir derrière, c'est l'informatisation du processus. Et à chaque fois, tu continues en même temps la CAO Je continue la CAO toujours. À ce moment-là, je suis toujours en CAO. Je fais du placement routage et de plus en plus, je suis référent. Et je vais prendre une place au niveau du groupe Thomson de référent pour le placement routage. Donc, je dirais qu'à partir des années 2000, je vais faire moins d'implantation de cartes, peut-être une ou deux par an pour le plaisir, sur des sujets très particuliers d'innovation. Sinon, je vais vraiment prendre un rôle de support métier et qui maintenant est traduit sous forme de senior coach à l'échelle du groupe. Donc, Thomson a été racheté par Thales, c'est ça à un moment donné ? Ah non, pas du tout. C'est Thomson qui, pour assurer la cohérence donc Thomson rachète les activités militaires et spatiales de Alcatel. D'accord. Rachète un de ses concurrents importants en Angleterre qui s'appelait Racal. Et pour faire l'unité de tout le monde, on décide de changer de nom. Ok. Et je trouve que l'idée a été très judicieuse Ok, parce que comme je suis d'Angers, Thomson, pour moi, ça avait fermé. Enfin, oui, je ne suis pas du tout historique. Alors, tu évoques la partie, en fin de compte, il y a toujours une confusion, mais les plus anciens peuvent s'en souvenir. Thomson a deux branches complètement distinctes. Thomson CSF, pour la partie défense, et plutôt la partie défense, et la partie Thomson multimédia, qui fait la partie télévision, voire le blanc en électronique, les lave-linges, micro-ondes et autres. Et ces deux branches complètement distinctes. Et sur Angers, on retrouve la branche Thomson Multimédia, donc, qui elle a disparu, comme tu l'évoques. Et moi, je suis dans la branche Thomson CSF, où on fait uniquement des activités de défense à l'époque. Ok, très bien. D'accord ? Donc, c'est Thomson qui rachète les activités d'Alcatel espace et défense et les activités de Racal en Angleterre, qui était un concurrent, rachète par la même occasion des activités de Philips TRT, une activité de l'activité défense du groupe Philips. Et tout ça devient, on va le faire de manière très rapide, devient le groupe Thales au début des années 2000. Ouais. Ok. Ah, donc c'est assez récent. Enfin, c'est récent. Je voyais ça plus vite que ça. D'accord. Ouais, c'est assez récent. Ok. Ouais. Je me retrouve un rôle de support métier, responsable métier, et j'en fais une vraie vocation. Certains diront un sacerdoce dans l'entreprise.
Et j'en fais une vraie activité et je ne me suffis pas de ce que l'outil nous donne. Je cherche systématiquement à couvrir de nouveaux domaines en termes de placement routage pour améliorer pas la compétitivité des implanteurs, c'est pas le sujet, pour améliorer la prise en compte des contraintes industrielles en conception. Okay. Et là, j'en fais vraiment un travail de fond. Tu l'as évoqué tout à l'heure, quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais à l'AFPA, je faisais mes circuits à la main, donc on avait 3 largeurs de piste, qui étaient les largeurs des bandes que nous mettions à disposition. Quand j'ai commencé à Cholet, on utilisait une ancienne norme qui était la NF 93-713 et toutes les normes qui étaient autour de ces travaux-là. Qu'est-ce qu'étaient ces normes à l'époque? C'était l'ensemble de la filière électronique française, toute entreprise confondue, qui avait standardisé à l'extrême les règles de conception, les règles de fabrication, et qui avait créé une continuité entre les paramètres de conception, les paramètres même à l'époque sur outillage et les paramètres de fabrication. Et ça s'explique assez bien, c'était les mêmes équipes qui partageaient les responsabilités de la conception et de la fabrication. Et ils avaient compris que s'ils voulaient être compétitifs, il fallait que ce soit extrêmement fluide. Et si plus on a des boucles d'échange entre les mondes de conception et fabrication, plus on a de pertes de compétitivité. Donc là, on parle des règles de design, largeur de piste, tout ce qu'on rentre dans le logiciel de routage pour tout paramétrer, la distance entre un via une piste et tout ça. Tout est complètement borné et c'est même assez surprenant, ça va même plus loin que ça. C'est que les limitations, pas forcément des outils CAO, mais la limitation des outils de traçage et autres, de traçage de film, parce qu'à l'époque, on passe par une étape de tracer sur film à l'échelle 1 qui sont utilisés en fabrication, sont limités. Le fameux langage Gerber qu'on évoque, sa première génération de langage est limitée à un nombre d'ouvertures très limité. On n'a que 24 ouvertures possibles. Donc on n'a que 24 ouvertures. Donc il faut imaginer un système mécanique qui tourne avec des trous de différentes dimensions et on vient guider une lumière à travers ce trou et ça va définir nos largeurs de piste qu'on va pouvoir avoir. Donc même les moyens industriels sont limités, donc ça nécessite d'avoir vraiment standardisé les choses en amont pour rentrer dans le cadre qui est borné. Je n'ai pas trop bien compris la machine. Alors, lorsque je faisais ma conception, une fois que j'ai fini ma conception, je fabriquais des films. Donc c'était moi, donneur d'ordre, moi qui concevais, qui faisais fabriquer mes films. C'est pas la personne qui fabrique. C'est moi qui fabrique mes films. Des films Gerber? Mes films sur transparent. Ah oui, on parle. Ouais. Donc, ce que j'appelle les films, c'est la projection du Gerber sur un support transparent. Donc, ce qu'on appelait un film, c'était celui qui concevait, qui faisait fabriquer son film chez des entreprises qui étaient spécialisées. J'ai souvenir en France, il y a 2 entreprises importantes qui font ça pour tout le monde. Il y en a une qui s'appelait CDA et l'autre s'appelle Polyrepro. Et ces entreprises-là font du film pour tous les donneurs d'ordre. Donc moi, Thomson, je faisais ma conception sur mon outil Intergraph, IEDS Intergraph. Une fois que j'avais terminé, j'envoyais chez une entreprise qui s'appelait CDA ou Polyrepro qui me traçait mes films. D'accord. Okay. Je recevais mes films que je recevais chez moi, je regardais mes films s'ils étaient OK, et mes films ensuite, j'allais les porter en fabrication. Ok, donc là, eux, comment ils faisaient pour tracer le film? Ils avaient une imprimante, c'était encore du manuel? Donc là, il y avait un traceur, ce fameux traceur que j'évoque. Okay. Et ce fameux traceur était limité en nombre d'ouvertures. Le procédé avait des limites physiques. Okay. Ce qui limitait également la dispersion des largeurs de piste. On ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Mais c'était surtout, les règles qu'on avait étaient toutes pensées de bout en bout. Et la fameuse norme que l'on avait, la 93-713, indiquait des niveaux d'isolement ou de largeur de conducteur en fonction du choix des composants qu'on avait sur la carte. Donc si j'avais des composants, des boîtiers traversants en pâte de 54, je pouvais prendre, si je devais passer qu'une piste entre mes broches, je passais une piste de 300 microns, un isolement de 300 microns, et mon outil CAO était configuré par défaut pour que tout se passe bien.
Ok, donc tout était... tu avais des valeurs pour chaque... Et les valeurs étaient complètement établies. Et je me souviens que dans le bureau d'études où j'œuvrais, on avait une armoire une ou deux armoires. Et dedans, il y avait les documents, les données de construction, où les documents, ces normes étaient à l'intérieur. Et on s'appuyait dessus, on ne se posait même pas de questions. Et tout le monde travaillait de concert de cette manière-là. Très bien. Donc, je me retrouve en 95-2000, on voit arriver les premiers QFP avant les BGA qui préfigurent les composants multibroches, donc des composants CMS avec des distances entre broches de plus en plus étroites. Et alors, tu parlais que je suis beaucoup en déplacement. En effet, je suis beaucoup en déplacement. Je suis à beaucoup d'endroits. Et je pense que j'expliquerai un petit peu plus tard pour quelles raisons. Mon premier déplacement marquant était en 1995 de mémoire, et c'était au CNET à Lannion, pour moi qui était l'antre de l'électronique en France. Oui. On avait Alcatel à côté, on avait des activités de recherche de France Télécom. Toute l'électronique autour des télécoms opère dans cette région, et j'assiste à mon premier colloque. Et je pense que je te l'ai déjà dit, mais j'écoute toute la journée de manière assez religieuse. Et dans l'après-midi, je pose une question et je demande, mais qui est-ce qui met à jour cette norme de conception 93713 ? Parce que moi, elle ne correspond plus à la carte que je suis en train de faire. Le pas des composants est trop fin. Qui est-ce qui peut me dire comment je dois faire ? Où est-ce qu'elle a été mise à jour la norme ? Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai noté un froid dans l'assistance, que tout le monde s'en rendait compte. Et en fin de compte, personne n'avouait qu'on avait arrêté ce travail-là depuis 1989. Et pourquoi, tu sais pourquoi on l'a arrêté ou pas ? Ce travail, je pense qu'on l'a arrêté pour une raison. Alors, cet arrêt va de pair avec les activités d'essaimage, les activités de production. Donc, on est à l'époque où nos entreprises, y compris Thomson CSF, on décide de céder nos activités de production de circuits imprimés, de fabrication de circuits imprimés, parce qu'on considère qu'ils ne sont peut-être pas à taille critique, qu'ils ne sont pas en capacité d'investir ce qu'il faudra investir. Donc, on décide d'arrêter, et des nouveaux acteurs émergent sur le marché, qui sont spécialisés dans la fabrication des circuits imprimés. Nous, en interne, on avait une activité extrêmement performante technologiquement, et on décide de l'arrêter à peu près en 1990. Je pense que ce mouvement large d'essaimage des activités industrielles chez les grands donneurs d'ordre, donc d'une entreprise verticalisée où on faisait de l'ingénierie, la conception détaillée et la fabrication, on se sépare des activités de fabrication, je pense, a déstructuré tout l'écosystème qui contribuait aux actions de normalisation. Ouais, okay. Donc, comme c'est plus eux qui allaient faire le travail, ils se sont dit, ceux qui vont se démerder... Les experts, on ne sait plus où les mettre. Est-ce qu'ils restent chez donneur d'ordre ou est-ce qu'ils arrivent chez les qui fabriquent ? Okay. Globalement, il y a une grande zone de flou, et ça met un coup d'arrêt radical à nos activités de standardisation. D'accord. Donc, en 1995, la réponse était ça serait bien de le faire. Et je rentre à Cholet et je cogite là-dessus. Et dès les années, un peu avant 2000, je questionne mon entreprise. Parce que, donc, on est sur l'inertie des règles créées juste avant 90. Et globalement, chacun commence à ajuster dans son coin les règles par rapport à ce qu'il a à faire, mais plus personne décide de prendre en charge ce travail de standardisation. Qu'est-ce que j'observe ? J'alerte en entreprise, je dis ça serait bien qu'on fasse quelque chose, et on me répond le marché va le faire, le marché va le faire. Tous les 2 ans, je repose la question et le marché ne le fait toujours pas. En 2005, donc en 2002, je reçois ce prix au sein de l'entreprise par rapport aux travaux que j'ai réalisés pour fédérer l'ensemble des manières de faire du placement routage avec des outils additionnels et autres. Je reçois un prix, une récompense, et je me sens légitime pour décider de faire bouger les lignes sur les fameux paramètres de routage des cartes électroniques. Donc l'aspect normatif qui est abandonné au sein de Thales, je lance l'idée de faire ce travail
ce manque depuis 1989 jusqu'à 2009, comment en 2009 on pourrait redéfinir les règles pour être à l'état de l'art de ce qu'on a maintenant. J'ai le feu vert de mon entreprise Thales. On réunit tous les experts de chacune des divisions du groupe Thales et on choisit nos 5 partenaires industriels externes donc nos fabricants de circuits imprimés en France, qui sont le groupe Elvia, le groupe ACB maintenant, des gens du groupe Simulec, de ProTechno, j'en oublie sûrement un, le groupe CIR à l'époque, qui va disparaître quelques temps après, le groupe CIR. Et avec ces gens-là, en très peu de temps, on comble le gap, je dirais, de 20 ans d'absence de standardisation. Okay. On le fait en un temps record, en quelques journées, de manière orchestrée, on comble le manque et au sein de l'entreprise Thomson CSF, on lance le projet Routine Classes. Ça devient un document de référence interne qui est un des documents qui a le plus de succès en interne, notre référentiel, et qui est le plus connu et reconnu parce qu'il est extrêmement facilitant pour concevoir les cartes électroniques. Et entre 1989 et 2009, qu'est-ce qui a évolué ? Les composants, je suppose, c'est pas plus fin. Quoi d'autre ? C'est à la multicouche, il y a tout ça qui est arrivé ou c'était déjà là ? Alors j'interviens beaucoup dans les écoles pour parler d'électronique, pour parler de circuits imprimés, pour apprendre à concevoir des cartes électroniques. Il y a un élément structurant en carte électronique, c'est le pas des composants, le fameux pitch, la distance entre les broches des composants. C'est le seul élément structurant qui a fait évoluer la technologie du circuit imprimé. Tous les autres arrivent ensuite. Le seul élément qui t'oblige à changer tes règles de conception des circuits imprimés, c'est l'évolution du pitch des composants. Okay. La norme française de 1989, la dernière édition que j'évoque, depuis 1971-73 faisait ce travail déjà. De 1971, je ne sais pas si on imagine, 71-73 et jusqu'en 1989, la norme avait suivi l'évolution de la distance entre les broches des composants. Donc, qu'est-ce que l'on fait en 2009 ? On repart sur cette même dimension et les composants arrivent sur le marché avec des pitchs et on organise les paramètres de routage cohérents suivant le pas des composants, chose qu'on va reprendre dans le projet de normalisation finale. Ok, très bien. 2009, on lance ce projet. 2012, c'est devenu le document technique extrêmement utilisé en interne Thales, reconnu et qui facilite beaucoup de pratiques. Cependant, il est interne Thales. Il est partagé avec nos fabricants de circuits imprimés, mais il reste interne Thales. Okay. Et j'avais été marqué par toujours ce Yves Boconjibo qui a lancé cette démarche de rationalisation des outils de conception au sein de l'entreprise, qui m'avait dit cette phrase pour pérenniser, il faut mondialiser. Donc ça veut dire pour durer, il faut mondialiser, il faut standardiser. Donc il faut standardiser au-delà de l'entreprise. C'est le seul moyen d'écrire dans le marbre, dans la durée, les choses. Ouais, si tu veux pas que tout ton travail soit mis à la poubelle exactement. Dans 10 ans. Parce qu'on peut faire les plus belles expériences. Le risque qu'elles disparaissent après son départ est extrêmement fort. Donc ça, il faut l'accepter. C'est un fait. Le moyen de ne pas perdre plus rapidement ce qu'on a construit, c'est d'arriver à écrire dans le marbre. Et écrire dans le marbre, c'est écrire dans un standard, dans une norme. En 2012, on réussit en interne. 2015, je réfléchis à voir comment on pourrait le faire en dehors de Thomson. J'ai le feu vert de Thales, excuse-moi. J'ai l'accord dans les années 2017-2018 d'aller en dehors de Thales, de pouvoir lancer un travail de standardisation. Je fais partie de l'IPC Design Council France. Oui. Donc en 2018, 2019, 2020, dans le cadre de l'IPC Design Council France, j'anime un travail pour regarder quel est l'état de l'art des paramètres de routage des circuits imprimés en France, en Europe et dans le monde. On se rend compte qu'il y a une dispersion croissante des pratiques. Ok. Encore plus forte en dehors de France qu'en France. En France, on constate qu'on est toujours sur l'inertie de la norme de 1989 que chacun a plus ou moins ajusté dans son coin.
et qu'il n'y a pas d'équivalent en termes d'efficacité sur le marché. Donc, on fait une étude dont les résultats sont présentés en 2020, qui acte comme quoi les pratiques de routage continuent à se disperser de manière extrêmement forte. L'IPC contient les critères de contrôle des cartes, devient le référent pour tout ce qui est les critères d'acceptation. Par contre, l'appropriation par les équipes emplacement-routage de l'approche des paramètres de conception ne rejoint pas ce que les gens attendent dans le réglage de leur outil de conception. Oui. Donc, on en fait part. À la suite de ça, donc l'IPC considère que le travail n'est pas de son ressort vraiment. Donc on propose à ce moment-là, dans le cadre de l'IPC Design Council France, on propose de lancer une démarche de normalisation sur le chemin qui s'est arrêté en 1989. Pour finir sur l'IPC, pour bien comprendre, donc l'IPC va déterminer les valeurs minimum à respecter pour avoir une bonne qualité du produit, entre guillemets. Pour voir gros. Oui, non. Et va donner une valeur, la différence entre l'AFNOR Spec, les routines classes que tu as fait pour adapter en fonction du pas de composants. Exactement. Et ça, l'IPC ne le faisait pas. C'est ça. Et l'IPC ne faisait pas cette approche-là. Et on ne peut pas limiter la largeur d'un conducteur. La largeur d'un conducteur va suivre l'évolution du pas des composants. Donc, les conducteurs sur nos circuits imprimés, à l'heure actuelle, on est des conducteurs sur une carte comme celle que j'ai entre les mains, on est autour de 100 microns, peut-être, la largeur de conducteur. Mais si j'ai un pitch de composant qui est plus fin, je dois aller au-delà de 100 microns. Donc, ce que va permettre l'IPC, c'est donner, par contre, des critères de contrôle. Si j'ai prévu une piste de 80 microns en conception, je dois garantir qu'en fabrication, elle soit autour de 80 microns, plus ou moins 20%. D'accord. Donc, c'est un critère d'acceptation qui va dire que la fabrication est bien conforme à la conception. OK. Donc, sur ça, ils ont clairement joué leur rôle et qui a permis d'organiser le point de cohérence entre les équipes qui concevaient principalement aux États-Unis à une époque et les fabrications qui partaient en Asie. Il fallait bien avoir un document de référence qui permettait de rendre acceptable ou pas les fabrications qu'on recevait. Donc, pour moi, le spectre de l'approche telle que l'AFNOR l'avait défini initialement, l'AFNOR 93713, n'a pas été reproduit de par le monde. Alors, on a vraiment fait des recherches partout, États-Unis, Asie, Europe. On a trouvé des approches basées sur la norme française de 89, en Chine, comme j'ai dit plusieurs fois, écrite en mandarin. C'était assez rigolo. Et c'était l'approche qui ressortait comme la plus efficace et surtout qui se rapprochait le plus des outils de conception, des paramètres qu'on a besoin de mettre à l'intérieur, des outils de conception. Et dans l'outil de conception, il faut mettre le paramètre qui est cohérent par rapport au choix de ses propres composants. Je ne vais pas dessiner des pistes de 50 microns si j'ai choisi des composants qui tolèrent des pistes de 200 microns. Il faut que cette cohérence-là, on l'assume en permanence. Et ça, c'est le travail de l'implanteur, de trouver les paramètres qui soient cohérents avec le choix des composants qui a été fait par un ingénieur par ailleurs. Et derrière, ça va influer sur le prix d'obtention du circuit imprimé. Donc, c'est un élément clé. Donc, on décide, à ce moment-là, j'ai fait ma veille un petit peu pour savoir quelle était la possibilité de relancer une activité dans le cadre de l'AFNOR. L'AFNOR, donc je me forme à qu'est-ce qu'est la standardisation avec l'AFNOR, la normalisation, c'est des choses qui sont nouvelles pour moi. Je me déplace pour la première fois en 1980, en 2016, je me déplace à Paris dans les locaux de l'AFNOR et je recherche le secteur en charge de l'électronique et ça me restera marqué. La personne me répond, que je rencontre, mais monsieur, il n'y a plus d'électronique en France. Et sincèrement, ça m'a marqué. Et j'ai insisté, j'ai dit, mais si, il y a encore de l'électronique en France. Moi, j'en fais de l'électronique. Mon entreprise fait de l'électronique. Le groupe Safran en France fait de l'électronique. On est très nombreux à faire beaucoup d'électronique. On ne peut pas me dire qu'il n'y a plus d'électronique en France. Mais il me dit, mais il n'y a plus de commission de normalisation. Donc, pour moi, il n'y a plus d'électronique en France. Et j'apprends que les commissions de normalisation en charge de l'électronique en France ont stoppé par manque de combattants depuis des années. Donc, on n'a plus de représentative. Nous étions leaders de l'électronique mondiale, des cartes électroniques, jusque dans les années 90-95, et on disparaît des radars en 10 ans. On disparaît complètement des radars. On passe d'une position de premier de la classe
à une position où on ne sait même pas si on fait de l'électronique en France. Ça m'a marqué et je me suis... j'ai quand même insisté, j'ai fini par rencontrer du monde. Alors, ce qui est surprenant, au même moment, le think tank de Louis Gallois, qui s'appelait La Fabrique de l'Industrie, sort un petit essai qui s'appelle Normalisation, levier de compétitivité. Normalisation ou standardisation, levier de compétitivité. Je contacte la personne qui a écrit le document dans le think tank de la Fabrique de l'Industrie de Louis Gallois. J'assiste incognito à une ou deux conférences pour voir de quoi il parle. Et je prends contact avec cette personne et j'organise un grand colloque. Et quand j'y repense, il faut être complètement fou pour faire ça. En 2016 à Cholet, un très grand événement que j'appelle Electronic Design for Industry. Electronic Design for Industry, c'était ça le terme. Et on réunit, on profite, où on célèbre les 80 printemps du site de Cholet. Et j'organise dans la fac de Cholet une superbe manifestation sur 2 jours où on fait venir le think tank de l'industrie et je fais intervenir les gens de l'AFNOR. Une personne de l'AFNOR qui comprend mon désarroi et qui m'explique les rouages de la normalisation. Et je suis infiniment reconnaissant à cette personne qui s'appelait Nathalie Gélin, qui a dû quitter l'AFNOR depuis. Et Nathalie Gélin, elle me met en contact, elle essaie de retisser et elle intervient dans ce colloque à Cholet. Elle intervient à distance. À l'époque, je me souviens on projette son intervention en vidéo. La salle est pleine. Hein. Tous les EMS, tous les gens qui assemblent des cartes avec Thales sont présents. Tous les gens qui fabriquent nos PCB sont présents. On est une salle pleine avec tous les gens qui conçoivent. C'est vraiment un événement d'ampleur. Et on travaille ce travail de standardisation. Et je perçois qu'il faut porter cette dynamique pour notre secteur du placement routage des cartes électroniques. Donc, dans cette dynamique-là, c'est là qu'on a réfléchi avec l'IPC Design Council France. Et ensuite, on a proposé de lancer un travail dans le cadre de l'AFNOR. On comprend les rouages. On nous informe qu'il va falloir recréer une section de normalisation en France. Donc, on recrée l'UF 91 que tu as évoqué en préambule, oui. L'UF 91, qui est en fin de compte la section française rattachée à la normalisation internationale dans le secteur de la conception, fabrication et test des cartes électroniques. Qui avait disparu, du coup. Qui avait disparu depuis bien avant 2000. On réactive cette commission de normalisation, l'UF 91, et ça, il faut vraiment qu'on amplifie cette action. En même temps, on lance un projet, ça peut être très pénible de rentrer en normalisation de manière par cette voie-là, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut considérer lent, mais qui a une puissance phénoménale une fois qu'on en a compris les rouages. Et on décide en parallèle de porter notre premier document à la normalisation parce qu'on s'est rendu compte que l'AFNOR et l'IEC, qui est la dimension internationale de l'AFNOR, n'ont pas travaillé sur les paramètres de routage non plus. Donc le champ est libre. Donc on propose ce travail de standardisation des paramètres de routage. C'est le projet AFNOR Spec 2212 que l'on démarre en mars 2022. Et en un temps que moi je considère record, on actualise ce qui avait stoppé en 1989. Non pas parce que c'était simple, mais parce que depuis 10-12 ans, on s'y préparait, on avait travaillé énormément, on avait anticipé. Dans le cadre de l'IPC Design Council France, on avait également rationalisé nos réflexions. Donc, on a un travail extrêmement mature. Et c'est un message que je vais rappeler ce soir dans l'intervention que je vais être amené à faire à nouveau dans le cadre des électrons d'or 2024. Et je vais rappeler ce travail que la standardisation ne peut s'appliquer de manière efficace qu'au sujet où une maturité est suffisamment importante. Les sujets dont la maturité n'est pas suffisamment importante, il faut laisser encore les choses maturer, se développer avant d'envisager la standardisation. Donc, dans un temps record, on a... Donc là, tu fais comment ? Tu reprends les documents que tu as fait chez Thales, tu reprends la NFC 93-713, tu fais appel à qui aussi ? Je suppose qu'il n'y a pas que Thales. Alors, on
dans le cadre de l'IPC Design Council France, il y a quelques acteurs qui avaient montré également un intérêt de poursuivre dans le cadre de l'AFNOR. Je me souviens du groupe SEB en particulier, je me souviens de ID3 et peut-être bien MBDA. MBDA était très important, était déjà impliqué dedans. Et on coopte les gens qu'on connaît influents, qui ont la même fibre dans le secteur électronique France. Et on crée un groupe suffisamment représentatif des attentes en conception. Et chose extrêmement importante, c'est un travail qui est fait par ceux qui vont l'utiliser en conception. Okay. Et ça, c'est une vraie singularité extrêmement importante à prendre. On n'a pas confié à d'autres ce que nous, on attend dans nos outils de conception. Donc, on a regroupé un panel d'acteurs qui savent ce qu'ils attendent dans nos outils de conception. On a des industriels, des fabricants de PCB qui nous rejoignent, que le groupe Simulec à travers CSI et le groupe ACB à travers Atlantec, qui délèguent via leur syndicat professionnel 2 personnes pour nous accompagner. Donc, on a 2 acteurs de fabricants de PCB. On a des donneurs d'ordre. Et on a des gens qui gravitent autour, entre les mondes, soit autour des outils et autres. Et le focus. Qu'est-ce que les gens ont besoin de connaître quand ils sont dans leur outil de conception? C'est les paramètres de conception avant tout. Okay. Et qui ont un sens actuellement. Et la diversité aussi, du coup, donc il y a du monde de l'armement, il y a SEB aussi, du coup. Groupe SEB, il y a des gens d'automobile, oui, à travers le groupe Actia. Donc on est extrêmement représentatif de toute l'électronique. Si on regarde l'électronique de manière objective, on la regarde par rapport à la diversité des composants qu'on va utiliser. Peu importe le secteur d'activité, si je choisis un composant, je vais obtenir le même résultat. Si je choisis un BGA avec un pitch de 0,5 mm, que je sois en défense, que je sois en automobile ou que je sois dans une cafetière, j'ai quasiment les mêmes règles à suivre. D'accord. Il n'y a pas de différence. C'est pas et ce qui était fort dans la 93-713, dans le système normatif que la France avait établi depuis les années 70 jusqu'aux années 90, c'est qu'elle couvrait toute l'électronique. Et ce qu'on a cherché à faire dans ce travail de standardisation, c'est bien au service de toute l'électronique. Ok, très bien. Donc là, tu réunis ce groupe de personnes et donc vous vous réunissez, vous faites comment? Vous faites des petites réunions Alors, on décide de produire un document. Donc, on va voir l'AFNOR. On leur dit, il faut trouver un budget. C'est un budget qu'il faut se partager, répartir. L'AFNOR, ce travail de conception du document, il faut le financer. Autour de 35 à 45 kilos euros, 35 à 45 000 euros qu'il faut trouver pour être en mesure de faire cette production documentaire avec sa version française, sa version anglaise, et la mise à disposition d'un expert de l'AFNOR, un chef de projet qui va conduire administrativement et puis qui va servir de rédacteur et de secrétaire pendant les séances. Et ensuite, on planifie des plénières. On a planifié 5 plénières. On démarre quasiment en fin de Covid, pendant le Covid, donc c'est quand même compliqué. Et on définit 5 plénières. Et en 5 plénières, on a réussi, avec du travail de rédaction entre les séances, on arrive à obtenir tous les arbitrages sur les sujets les plus complexes et de manière, pour moi, extrêmement innovante sur différents thèmes. Donc, on a un travail d'orchestration d'une équipe avec une répartition des rôles. J'ai cette habitude de gérer beaucoup de groupes de travail. Et j'en ai fait une vraie expertise et je sais orchestrer une diversité de profils pour que la partition soit réussie. Pas de chef d'orchestre, mais quand je parle d'orchestrer, c'est bien dans ce terme-là. Oui. Dans ma vie de tous les jours, au sein de Thales, j'anime de très nombreux projets sur d'autres sujets que le sujet du placement routage. Et c'est bien ce travail d'orchestration d'équipes pluridisciplinaires que j'ai développé et que je sais faire. Donc je sais chacun l'apport qu'il va pouvoir faire et le mettre en situation de fournir son apport. D'accord. Mais là, on ne parle pas de normes déjà, on parle de l'AFNOR Spec. On parle de l'AFNOR Spec parce que j'aime le travail incrémental. Donc, on a fait le travail le premier étage, on l'a fait au sein de mon entreprise, de Thales, le projet Routine Classes.
Donc on est monté en maturité, mais Safran a fait la même chose de son côté, MBDA a fait aussi la même chose, et puis d'autres, tout le monde a fait avec une maturité plus ou moins importante, mais chacun a fait ce travail avec des résultats qui ne sont pas forcément identiques, mais qui cherchent à répondre au même questionnement. Donc on a une maturité suffisamment bonne, et si on part pour la normalisation, déjà on ne peut pas y aller parce qu'on n'a plus de commission en France. Donc déjà, il faut réactiver la commission, il faut proposer un document de normalisation, il faut qu'il soit accepté, ça va prendre du temps, il faut aller le défendre, il faut se déplacer, il faut des budgets. Bref, le chemin va être long, donc on nous propose une norme volontaire, ce qui s'appelle le dispositif AFNOR-SPEC, qui est en fin de compte ce que j'appelle l'antichambre à la normalisation, qui nous permet... au sein d'un collectif d'entreprises, collectif d'acteurs, ce n'est pas que des entreprises, de produire un document normatif. C'est la partie qui, pour moi, est une étape, une marche complémentaire pour aller vers la normalisation. Donc, on propose ce cadre de AFNOR-SPEC. Donc, c'est un document de référence, document de référence français, c'est tout. Ouais, c'est que document français, de référence français d'usage volontaire. Ok. Document d'usage volontaire, c'est-à-dire on l'utilise si on veut. Oui. D'accord, donc c'est pas d'une utilisation obligatoire. Un document, il faut qu'il soit, pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il apporte de l'efficacité opérationnelle aux personnes. S'il n'apporte pas d'efficacité, il sera même pas regardé. Donc, on produit ce document dans un temps record. On a une certaine expérience de quel niveau de contenu il doit avoir, de comment il doit être formulé, comment il peut être outillable, applicable. Une préoccupation, pour moi, permanente, mais ça, c'est quasiment génétique maintenant. Quand on commet ce type de document, il faut qu'il puisse être mis en œuvre dans un outil de manière directe. Sinon, son usage sera plus que discutable, ou plus que discuté même. Donc, le document, on va le produire avec des innovations, j'insiste, majeures, sur la manière de gérer la combinaison de la diversité des types de VIA sur les cartes qui viennent cette complexité sur la nature des VIA sur les cartes a amené un besoin de poser un standard de routage un standard de paramètres de routage très évolué, ce qu'on a réussi, je trouve, de manière assez magistrale dans ce document, y compris sur d'autres aspects, mais celui-ci, j'aime à le pointer. Donc, on fait ce travail, on le commence en mars 2022 et on le célèbre, où on se rencontre, Grégoire, en juin 2023, où on célèbre le document finalisé en français, du document qu'on peut présenter à tout à chacun. On en produit également un flyer que tu as présenté largement déjà sur tes vidéos, qui permet de regrouper tous les paramètres de conception. Et on a la vocation de le produire également en anglais. Donc, on a une traduction qui démarre dans la foulée. Donc, ce qui fait que 3 mois plus tard, on a et la version française et la version anglaise qui sont publiées et accessibles gratuitement. Et ça, c'est un choix de nous qui avons financé la démarche, que le document soit accessible gratuitement sur la plateforme de l'AFNOR. D'accord. Mais pour ça, vous avez payé. Et pour ça, on a payé 35 kilo € à peu près, qu'on s'est répartis entre les grands donneurs d'ordre. J'ai réussi à convaincre mes confrères de cofinancer la démarche. Objectivement, par rapport à ce que ça rapporte, l'investissement, il est extrêmement ridicule. Mais ça, je l'ai expliqué déjà à diverses raisons. Même si cet investissement, il est faible, ce coût, il est faible, il est très, très dur à obtenir de la part des partenaires. Donc, on y reviendra dessus, mais cet aspect... comment financer ces démarches transverses, communes, culturellement, on a perdu le fil. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 40 ans, c'était naturel de toutes les grandes entreprises de faire ce travail collectif. Et je pense que ce sera creusé, mais la manière dont... également, les ministères concernés contribuaient, à mon avis, étaient extrêmement plus favorables que ce qu'on a... Est-ce que c'est pas pour ça aussi que ça a été arrêté en 89 ? Est-ce que avant c'était un petit peu plus l'État qui poussait ça ou... Alors ça c'est je pense qu'en partie c'est juste. On me l'a dit qu'à une époque, le jour où on a demandé aux experts qu'ils devaient
payer leur participation à la normalisation, il y a eu un coup d'arrêt. Ça, c'est dans les années aussi, pareil, 89, 85, 95. Donc on change de paradigme. Ouais, donc là, on est bien d'accord. Ce document-là, c'est vous qui payez, c'est vous qui faites le document et en plus vous payez pour qu'il soit accessible. Donc, exactement. Donc on a produit ce document, on l'a cofinancé entre les partenaires que tu vas retrouver sur le document et qui sont listés. Les gens sont clairement identifiés, hein, les experts qui ont contribué. C'est nous qui avons financé, oui. Pour moi, c'est dans notre logique à nous, on était, c'est le moyen pour commencer à écrire dans le marbre les choses. Ça va être les débats que l'on a actuellement, c'est comment on va maintenant pérenniser notre approche de standardisation à nouveau pour la maintenir et qu'elle dure, et comment financièrement on va pouvoir l'accompagner à l'échelle d'une filière électronique française. Comment on adresse la chose, ça va être un petit peu le débat ce soir à nouveau. Oui, parce que ce document, ça redonne une fierté, enfin une ampleur à la France niveau mondial dans l'électronique. Mais il y a un mais, il faut quand même que ce soit financé, parce qu'il y a un risque que les travaux s'arrêtent. Parce que si on travaille mais c'est pas finançable, on peut pas les mettre en ordre. Et du coup, il peut y avoir un blocage là-dessus, quoi. Il faut trouver. Je pense que ce document-là, il est sauvé. Celui-ci, il va être inscrit dans le marbre je pense pour longtemps. Pour une raison simple, c'est que fin 2023, on s'est posé la question de le passer de l'étage France à l'étage international. On s'est rapproché de l'IEC, qui est l'organisme chapeau international sur la normalisation, conception, fabrication, test des cartes électroniques. On prend les premiers contacts grâce à Christophe Lotte de Aster, hein, qui est un des membres majeurs de ce collectif qui a commis ce document. Il crée la connexion avec le président du TC91 au niveau le plus haut de l'IEC, hein, donc et qui est allemand du groupe Bosch. Udo Welzel. Et Udo regarde d'un œil plus que bienveillant le travail qui a été fait en France. Déjà, il est extrêmement satisfait que la France ait à nouveau une commission dédiée à la normalisation dans le champ de la carte électronique, dans le champ d'électronique. Et il comprend l'efficacité et la plus-value du travail qui a été fait. Donc, il nous invite à proposer à ce que ce document soit promu à l'échelle internationale. Ok. Mais du coup, ça sera un coût aussi, je suppose. Alors, ce travail-là, la promotion à l'échelle internationale n'a pas de coût. D'accord. Alors, pourquoi il n'a pas de coût ? C'est qu'il y a un dispositif qui permet de transposer le document de l'échelle nationale à l'échelle internationale, sous la forme d'une AFNOR-SPEC au niveau international, qui s'appelle le PAS, qui va être à nouveau un document d'application volontaire au niveau international, au niveau IEC. Et on a dû aller défendre la proposition de passer ce document de l'échelle nationale à l'échelle internationale. La nouvelle grande aventure des années 2023-2024. Donc, grâce à Christophe, on crée la connexion avec le TC91. Le TC91 piloté par... Donc, TC91, c'est la même chose. Enfin, il y a l'UF91 niveau France. Oui. Il y a des groupes dans chaque pays. Et tout ça, c'est chapeauté par les TC91. TC91. Et qu'il y a différents working groups au sein du TC91, hein, dont un working group dédié aux règles de conception. C'est principalement les Asiatiques, les pays asiatiques qui sont en charge des différents working groups de manière extrêmement convaincue. Donc on va retrouver beaucoup de Japonais, des Coréens, Singapour, Chine, qui sont extrêmement présents dans ces comités de normalisation. Et on fait des premiers échanges à distance, en meeting à distance. Ça se fait une grande aventure où on découvre des nouveaux partenaires dessus. Et on est invité à nous déplacer à Tokyo en juin 2024 pour aller présenter ce projet de transposer notre document français à l'échelle internationale. Donc j'ai la chance de me déplacer à Tokyo en début juin 2024, où on va présenter notre travail de proposition de travail de transposition de l'échelle France à l'échelle internationale de notre document. L'accueil est extrêmement positif.
la compréhension de la finalité, comment on a fait, à quoi ça va servir, est compris de suite. Et il nous est proposé que la demande soit soumise au vote en septembre 2024 lors de la plénière de l'IEC à Londres, où on se déplace à nouveau avec Christophe Lotz. Et avec Christophe, on va passer une semaine de découverte au sein des activités de normalisation où se décident les votes des différents travaux qui ont été conduits par les différents working groups. Et notre document, on doit défendre pour obtenir un vote, aucun vote contre de notre document pour le passage à l'échelon IEC. Et on obtient le vote positif le 27 septembre à midi. Un moment très important. On passe une semaine, et Christophe, je le remercie extrêmement sincèrement et profondément de son travail qu'il a fait d'explication vis-à-vis de tous les pays qui étaient là, certains découvraient et autres. On décide avec l'IPC de vraiment organiser le cadre de ce document et l'articulation par rapport au document IPC. Donc le document normatif IEC précise ce qu'ils appellent le scope, le domaine d'application du document. Il précise exactement à quoi il sert et comment il s'articule par rapport au document IPC. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement efficace de la manière dont ça a été fait. Donc on est actuellement en train d'organiser la transposition du document en l'état, c'est-à-dire que le contenu ne change pas. C'est bien le document tel qu'il est qui va être porté au niveau IEC. C'est en cours. On l'attend pour la fin 2024. Donc là, on ne parle pas toujours de normes, c'est de PAS. C'est d'un PAS. Donc le PAS, c'est exactement la même chose que l'AFNOR Spec au niveau France, donc une application volontaire et c'est juste un document référence. Mais là, du coup, ce n'est pas au niveau français, c'est niveau monde. C'est ça ? Oui, exactement. Okay. Et ça va être obtenu cette fin d'année. Et il sera valide 3 ans en l'état au niveau IEC. Et en parallèle, on lance ce qu'ils appellent un New Product, NP, un document NP, et on lance en fin de compte le document final en rédaction et qu'on va débattre, et qui là par contre pourra avoir des ajustements, des amendements dans les 3 ans qui viennent, pour que dans 3 ans, on ait un document qui lui va vivre donc là, un certain nombre de temps. Alors le NP, une fois qu'il est lancé, donc tous les groupes, comme l'UF 91 en France, ils vont recevoir ce document-là. La proposition. Ils vont les regarder et ça va être à eux de mettre des commentaires ou pas. Exactement. Et du coup, il y aura des échanges là pendant 3 à 5 ans pour pouvoir l'approuver. Pour pouvoir l'amender, l'ajuster. Et là, on devra rester extrêmement actif. Par contre, on n'a pas de coût additionnel, hormis notre temps d'expert qu'on va devoir y consacrer. Qui est déjà pas mal. Mais qui est bien plus important, in fine, que le coût direct que l'on doit avancer pour financer la contribution des équipes AFNOR pour la partie documentaire et autres. Mais par contre, on va prendre un rôle de leader dans l'animation de ce New Product. Pour que derrière, il ne dérive pas. Tu l'as chiffré, ça, le temps que tu allais passer ou pas là-dessus ? Non, mais ça va être... je dirais, ça fait... Et j'ai toujours fait attention que le temps que je passe sur mes travaux de ce type-là, le gain pour mon entreprise soit bien plus important de manière encore plus rapide. Donc, tout ce que j'ai fait depuis mon début de carrière, ce que je cherche à faire, c'est quand on consacre 1 heure à faire quelque chose, il faut que ça rapporte entre 3 et 5 systématiquement. Et ça, tu l'as déjà mesuré ou pas depuis... On l'a mesuré sur les outils PCB View, les outils, la partie outillage, la partie règle, oui. Alors, c'est des gains de compétitivité. Et les gens discutent toujours les gains de compétitivité. Non, on les a bien démontrés, chiffrés, et j'y suis profondément attaché. De toute façon, les travaux qu'on fait, s'ils ne sont pas utilisés, s'ils n'apportent pas ce gain extrêmement important, t'aurais arrêté de toute façon. On aura arrêté et les gens, ça serait complètement détourné. Complètement détourné. Mais tu n'as pas de chiffres ou de... En 2002, on a annoncé des chiffres. On avait des gains de compétitivité sur les étapes de placement-routage de 70% du temps de placement-routage d'une carte. Le dispositif Thales qu'on avait mis en place du début du choix des composants à la production du dossier de définition, on réduisait de 70% le temps consacré. Donc ça, c'est grâce à la surcouche, du coup, que... La surcouche, la partie pour le parti PCB et la partie pour le choix des composants, pour la saisie schématique, pour l'ensemble du processus. Et la partie PCB y contribuait beaucoup.
Ok, c'est énorme. C'est énorme. Ah non, c'est énorme. Et les gains sont extrêmement conséquents. Je pense que si on n'avait pas fait ça au sein d'une grosse entreprise comme nous, je pense qu'on aurait arrêté de faire de l'électronique en interne. Parce que nos coûts de structure, nos coûts internes, on avait cette obligation d'extrême compétitivité pour continuer à développer l'électronique. Ok. Et les logiciels actuels, de toute façon, ne répondaient pas du tout. Enfin, tu étais obligé de rajouter ta surcouche, de toute façon, ça allait plus vite. Les logiciels... adaptés à toi aussi, je suppose. Les logiciels, donc ça je l'explique très souvent, les logiciels, ce qui est surprenant, et ça montre bien que ceux qui les ont imaginés n'avaient pas ce socle de paramètres de normes sous le coude. Beaucoup sont américains. Côté américain, il n'y avait pas cette culture de la norme française qu'on a pu avoir nous. S'ils avaient eu tous les outils CAO, mentor graphique, Allegro, PCB et autres, par défaut, auraient tous eu les règles de conception dès les années 85-90. Cette culture de structuration qu'on avait en France n'existait pas aux États-Unis. N'existait pas. Ok. Il faut que Thales invente son logiciel de CAO. Et oui, on aurait pu à une époque, oui. Et du coup, la suite, ça va passer en norme IEC, enfin oui. On espère. Oui. Et la suite pour le groupe, il y a des choses de prévues. L'idée que l'on a, qu'on va discuter, très prochainement, c'est couvrir les autres paramètres industriels à prendre en compte en conception. L'idée est bien celle-ci. L'idée est de ne pas venir contrôler les paramètres, de ne pas contrôler une conception lors de la fabrication, mais de bien avoir, pendant la phase de conception, la vérification de tous les paramètres. Ce que moi j'appelle le DFM online. C'est-à-dire que... Tu peux dire ce que c'est le DFM pour ceux qui ne savent pas? Le DFM est quelque chose qui s'est... vu de moi, mais là, on pourra vraiment me critiquer. Je considère que le DFM est une déviance du système. Design for Manufacturing, on a créé une activité de DFM post-design. C'est-à-dire qu'on a des gens qui conçoivent, et on fait analyser, ils conçoivent, et on leur demande de faire analyser ce qu'ils ont conçu par la personne qui fabrique, et on commence à boucler. D'accord, donc ils vérifient ton travail, entre guillemets. Ils vérifient le travail a posteriori. Parce que, tout simplement, les règles ne sont pas connues au moment où je conçois, très souvent, ou elles ne sont pas réglées dans l'environnement de conception. Je considère que plus on fait de DFM, moins on est moins on est mature en conception. Ça traduit des faiblesses en conception. Ouais. Donc, l'idée est bien de pouvoir caractériser correctement les règles industrielles et de savoir les mettre en œuvre dans l'outil de conception pour avoir des choses qui, par construction, sont correctes. Oui, c'est un peu comme si on n'apprenait pas de nos erreurs, quoi. Oui, mais ce qui me surprend, c'est que on finit presque quelquefois par glorifier ces étapes-là. Et ça me surprend. On a dévié, on trouve des palliatifs qui sont pas compétitifs, qui sont coûteux, et on considère que c'est bien. Et on considère que c'est ça la nouvelle référence. Ouais, non. On va mettre plus de force dans la DFM, justement, de recherche on va mettre plus de moyens, peut-être, plus de solutions, alors que non, il faudrait plutôt prendre en amont, quoi. Exactement. Ok. Donc ça, il faut, c'est vraiment, alors il faut porter le flambeau, il faut accepter les critiques, et ce travail de paramétrage tel qu'on le fait est la meilleure réponse opérationnelle pour montrer comment on peut le faire. Alors, j'ai fait une petite déviance. Je vois fleurir des solutions d'IA et autres pour trouver des défauts de conception, alors que le paramètre, c'est simplement qu'il n'est pas connu en conception. Donc, on est capable de mettre des efforts phénoménaux en aval, alors que le correctif en amont est extrêmement simple à opérer, moyennant qu'on ait la connaissance et qu'on veuille l'adresser. Donc ça, c'est vraiment, dans ma carrière, j'ai vu cette déviance s'installer de manière extrêmement forte.
Et c'est ça qu'on doit, je pense, c'est ça qu'on doit vraiment observer et qu'on doit proposer des solutions pour corriger le tir. Donc on a beaucoup d'idées là-dessus pour... De toute façon, moi, je l'ai vécu aussi dans mes AT en entreprise où des fois je demandais pourquoi tu mets cette valeur-là. Je sais pas, on fait comme ça depuis tout le temps. Et c'est vrai que du coup, on utilise des valeurs, on sait même pas pourquoi. Et des fois, elles sont peut-être trop complexes pour faire de la fabrication, alors qu'on aurait pu augmenter un petit peu la valeur et du coup, la carte aurait été beaucoup plus simple. Et du coup, avec des valeurs accessibles, du coup, c'est plus facile. On va déjà diminuer ces erreurs qui arrivaient en fabrication parce que du coup, la personne elle mettait des valeurs un peu aléatoires ou historiques, alors que finalement, si la première personne s'est trompée et qu'elle fait la mauvaise info, ou alors qu'elle était adaptée à une époque, mais à un type de produit qu'ils faisaient, mais qu'ils ont changé de produit et qu'ils ne changent pas les valeurs, du coup, ça ne sert à rien, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que un autre commentaire, c'est les normes, autrefois, les normes qui étaient des standards de conception, étaient accessibles sous forme de documents. On avait des documents et puis on paramétrait notre outil à l'époque avec les valeurs qui étaient dedans et on finissait par les connaître et on faisait. Quand les outils informatiques en masse sont arrivés, on a abandonné on a même jeté les classeurs. Ce qui fait que l'information n'est plus nulle part. Et en fin de compte, elle repose sur les connaissances de certains, comme tu évoques. Je peux demander à quelqu'un qui me transmet quelque chose, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Ou alors, je vais demander à celui qui va fabriquer. Voilà. Mais c'est surprenant. L'information, elle était... Alors, plus on a mis d'outils, plus on a été... plus on a amené on a abandonné... Le travail de paramétrage, de standardisation des choses. Donc, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais on a cru qu'avoir un outil, ça véhiculait aussi les paramètres. Eh bien, non. Non, pour revenir aussi à mon expérience en entreprise, moi j'ai travaillé avec plus de 55 clients, je crois, pendant ma carrière. Et chacun avec ses règles de conception, quoi. On n'avait pas nos règles en interne qu'on appliquait sur chaque carte. Chacun venait avec ses règles. Et du coup, c'était ça qui était un peu dur, parce que la semaine, on te disait, tu fais ça entre une piste et un via, tu mets cette valeur-là, et la semaine d'après, non, pourquoi tu as fait ça faut pas faire ça. Et oui. Et c'est vrai que il y a autant de règles qu'il y a dans l'entreprise, quoi. Et du coup, je sais pas comment aussi ils font en interne, parce que les ingénieurs, quand ils changent d'entreprise et tout ça, ça doit encore mélanger encore plus tout ça. Non, ce type de document va apporter et apporte déjà des gains de compétitivité phénoménaux dans l'entreprise, en termes de fluidité, et on ne doit pas passer son temps à rechercher des paramètres connus de l'état de l'art. Et à l'heure actuelle, c'est la situation la plus courante, c'est celle-ci. Sur chaque projet, on se repose des questions sur les fondamentaux. C'est comme si je prenais ma voiture sur la route et à chaque fois, je devais réfléchir, peut-être lire des livres pour savoir à quelle vitesse je dois rouler. J'ai pas de panneau et c'est exactement ça. Et dans le champ de l'électronique, qui est une science qui inonde nos vies, on a complètement abandonné cet aspect-là qui avait permis l'émergence de l'électronique structurée à l'époque. Et du coup, tu as des retours ou pas sur les entreprises, si elles ont commencé à adopter ou si ça commence, ou si elles attendent encore le passage à l'USC? Alors, les retours les plus importants qu'on a, ce sont des retours des fabricants de circuits imprimés qui, eux, voient une dispersion et une baisse de qualité des données d'entrée de leurs clients de manière croissante. D'accord. Donc, on conçoit de plus en plus de cartes et elles sont de moins en moins bien conçues. Donc, on crée un bruit à l'infini, donc ce qui fait qu'on réitère, on corrige, et on donne l'impression que c'est la bonne voie à suivre. Non, donc, ceux qui sont en chantier du travail, c'est en premier les fabricants de circuits imprimés pour arrêter cette inflation de dispersion des pratiques. Puis ils ont enfin un document qu'ils peuvent partager, entre guillemets. Exactement, ils pourront expliquer, ils pourront poser des limites, donc on a un vrai document de référence qui va faciliter les choses. Ensuite, le plus dur, c'est que les pratiques dans toutes les entreprises, elles se sont installées,
Et les pratiques, il faut les bouger. C'est la partie, accompagner le changement, c'est souvent la partie la plus délicate. Donc ça va aboutir à l'horizon 3 à 5 ans, c'est que les environnements CAO vont tous intégrer ce type de paramétrage par défaut. Cette approche paramétrique 22.12 va se retrouver dans les environnements de conception et va permettre, et là ça va offrir un tel confort à toutes les équipes de conception que derrière ça va adhérer. Ouais. Après, quand j'en parle, il y a aussi une petite inquiétude, c'est que les personnes, souvent les entreprises, elles font par rapport à leur fabricant de PCB. Souvent, elles en ont une ou deux, et du coup, elles ont adapté leurs règles par rapport à elles. Mais forcément, la Spec 22.12 parle à tous les fabricants de PCB. Donc forcément, il y a des valeurs qui ont dû être remises à la hausse ou basse. Et du coup, il y a des choses qu'ils pouvaient faire avant qui vont peut-être pas pouvoir faire maintenant parce qu'ils seront plus dans la classe, quoi. Et du coup, ça les inquiète un peu. Si tu pourrais répondre. Mais au moins, on le sait en connaissance de cause. Oui. On sait que sur des paramètres qui étaient au-delà des valeurs préconisées, en fin de compte, j'aime cette phrase qui disait c'est pas parce qu'on était au bout qu'on a pris le bon chemin. Et ça, je le répète souvent. Et un fabricant de PCB, quand il fait la carte, il n'a plus le choix. Il doit fabriquer. On ne repart plus en conception la plupart du temps. Donc, on a créé des biais de difficulté qui impactent les rendements, donc qui impactent les coûts de fabrication des circuits imprimés, de manière complètement inconsciente. Moi, en premier, pendant très longtemps, je mettais mon cuivre, alors pour l'illustrer, en bord de carte à 100 microns. D'accord. Pourquoi pas? Parce qu'on m'a toujours dit que c'était 100 microns. Oui, comme ce que je disais tout à l'heure. On m'a dit que c'était comme ça. Donc cette valeur de 100 microns, certes, elle est faisable, mais sauf qu'elle ne s'improvise pas, y compris en 2024. Donc même si je sais le faire, j'amène vraiment mon fabricant de circuits imprimés en vraie difficulté. Donc toi, tu mets du 100 microns parce qu'on t'a dit de faire comme ça. Tu aurais pu mettre 500 microns, ça aurait été pareil. Exactement. Sauf que le fabricant, il ne communique pas forcément avec le concepteur. Lui, il voit que des cartes qui arrivent à 100 microns. Il dit, faut que j'adapte mes machines. Exactement. Et je les mets à 100 microns. Quoi. Ouais. Alors que finalement, il prend plus de temps à la fabriquer, sa carte, elle coûte plus cher, alors que s'il y aurait eu un petit dialogue ou un document comme ça, il aurait dit, là, vous pouvez pas mettre 0,5 pour rentrer dans la classe. Et là, il dit, oui, finalement, je peux faire 2-3 petites modifs. Et du coup, là, il va augmenter ses rendements, augmenter sa productivité et sa fiabilité, surtout. Oui, et puis surtout les rendements et les prix. Donc, en termes de compétitivité, les résultats sont directs, mais directs. C'est quand même très surprenant que moi, qui ai commencé en 88, des règles comme ça, j'en ai pas eu connaissance. Ça veut dire que à un moment donné, il y a dû avoir une tradition orale qui a également existé et qui s'est perdue, et puis après... C'est d'ailleurs toujours le cas. J'ai l'impression nos métiers, enfin même dans mon métier, il n'y a pas beaucoup de... C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'essaye de mettre du contenu sur Internet, c'est que il n'y a pas beaucoup d'écoles, et en plus, c'est vraiment en faisant le métier, en écoutant les méthodes de chacun, et en plus, chaque personne, moi je travaillais dans un open space, je demandais ça à quelqu'un et la personne d'à côté, elle te dit non, fais pas comme ça, moi j'ai déjà eu ce cas-là, machin. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de règles établies. Et du coup, ce document-là, moi c'est vrai que je l'ai attendu vachement longtemps parce que déjà ça clarifie, ça met une base et on peut discuter déjà là-dessus, quoi. On peut avoir besoin d'aller au-delà de certains paramètres pour des raisons de performance. Quand c'est voulu, on le fait en conscience et on le fait de manière extrêmement ajustée sur l'endroit où on a besoin. C'est la généralisation des excès qui est gravissime. Mais si sur une carte, je me rends compte, on a commencé à développer des outils au sein de Thales qui permettent de superviser la manière dont a été paramétré l'outil pour voir la conformité à notre standard. C'est rigolo, hein. Toutes les cartes où on le passe, quand on le passe au bon moment, il ne faut pas le faire quand les gens ont terminé, parce que là ça râle et ils ne veulent pas, mais si on le fait où les personnes sont rendues à 50%, aux 2/3 de leur circuit, ils corrigent tous les paramètres. Hein. Toutes les valeurs en écart, ils les corrigent toutes. Et ils arrivent à concevoir avec. Il faut... on a vraiment dévié. Et si on veut retrouver
si on veut retrouver de la performance pour demain, parce que l'électronique va continuer à se complexifier, complexité fonctionnellement, on mélange des fonctions de plus en plus hétérogènes. Il ne faut plus qu'on perde de temps sur les fondamentaux. Il faut que les fondamentaux ils soient le socle de ce que l'on fait. On va pas. Je me souviens aussi d'une courbe qu'on avait vue à un séminaire ou un colloque où on voyait la courbe. Plus on change un truc dans le projet, oui. Plus le temps et les coûts associés vont être énormes, quoi. Si on le change tout de suite, on met tout de suite les bonnes bases, c'est sûr que ça va coûter beaucoup moins cher. Mais, j'insiste, les gains de compétitivité sont extrêmement importants. Et ils sont tellement importants qu'on a du mal, même quelquefois, à le croire, mais derrière, on va gommer des itérations sur des cartes, on va accélérer la mise en production des projets, on va améliorer les rendements, mais tout ça par construction. Donc naturellement, ça change des pratiques. Le jour où c'est outillé, l'adhésion se fera naturellement. Oui, parce qu'il y a aussi la problématique de quelqu'un qui va dessiner une carte parce qu'il n'en a qu'une à fabriquer. Donc il va se mettre aux limites du fabricant. Et après, une fois qu'il en aura 10 millions, je ne sais pas, l'entreprise va dire non, là, des cartes comme ça va me prendre trop de temps. Et du coup, il va être obligé de redessiner sa carte. Oui, je ne saurais pas faire. On a eu l'exemple, on ne va pas l'évoquer, mais on va évoquer l'entreprise, mais qui s'est confrontée à avoir fait concevoir une fonction à part entière, une fonction importante, et qu'ils n'ont jamais réussi à la produire. Ils ont fait des protos, mais derrière, personne n'a voulu la produire industriellement. Parce que le design était mal fait. Parce que le design était mal fait. Tout à fait. Non. Donc, non, je suis extrêmement convaincu et je le fais. C'est bien, c'est un travail en profondeur. Ma réflexion, c'est pas de l'improvisation. C'est vraiment un travail de fond, d'observation et d'expérimentation de manière outillée. On sait clairement où on va. Et l'adhésion. Et derrière. Ce qu'on a évoqué aussi, je ne sais plus si on l'a évoqué avec toi à l'occasion, mais on a une génération de technologues qui va partir, de supports métiers qui va partir, et quand ils partent, c'était les derniers qui ont eu trace de cette mémoire des années 90. Donc là, après, il n'y a plus du tout. Ouais, c'est plus la mémoire du tout. Tout à l'oral, et puis en plus, on est dans un secteur vieillissant quand même. Oui. Et du coup, comment faire déjà aussi pour apporter des jeunes, mais aussi pour se savoir qui va partir, comment le. Il va pas. Si on l'écrit comme ça, il part pas. Donc oui. moi, quand j'ai commencé ma carrière, il existait. Et moi, je ne me posais pas de questions. On me demandait d'appliquer le doc, et puis après, de me focaliser sur les éléments à valeur ajoutée. C'était vraiment comme ça qu'on devenait un implanteur. Important. Et ce travail-là, j'avais un collègue qui me disait, il faut que quand on parte, on ait remis une situation dans l'état de celle qu'on avait quand on est arrivé. Donc c'est quelqu'un que tu as connu, quelqu'un qui était Christian Ulrich. Christian Ulrich il a dit, la seule mission que l'on a, donc on était deux Christians, c'est de laisser une situation identique quand on va partir, voire meilleure à celle qu'on a trouvée quand nous on est arrivé, et elle était très bonne. Donc on a connu cette pseudo-abandon, on va dire, ou délitement, on met en œuvre pour que derrière ça puisse durer. Et, comme on l'évoquait, couvrir les autres aspects. Sur une carte électronique, allez, je ne pense pas trop me tromper, 70 à 80% des paramètres de conception, c'est lié au circuit imprimé nu, au PCB. Donc si on prend notre document, on voit qu'on a... je sais pas, on a 800, tu avais compté les paramètres? Ouais, je crois qu'il y en a 800. Plus de 800. Ouais. Donc, c'est principalement les paramètres de routage du circuit imprimé, c'est valeurs, 80%. Pas des paramètres, mais des valeurs. Paramètres. 80%, c'est les règles de routage. J'estime que les règles liées à l'assemblage, c'est 10% qui vont rester. Alors, les gens qui assemblent, ils vont pouvoir me critiquer, mais ça, je dirais, c'est pas grave. Mais je pense objectivement, ça, c'est les ordres de grandeur. Et le reste, pour le test structurel des donc cartes, ça va être la suite. C'est la suite qu'on veut couvrir. Donc, on veut couvrir les règles liées à l'assemblage, proximité des composants par rapport au bord de carte, par rapport aux zones de dégrappage, par rapport au scoring, des choses comme ça sur les cartes. Les règles liées au test structurel, pourquoi je mets des plages de test pour faire mon test carte assemblée.
Et là, on a vraiment fait un travail préliminaire au sein de Thales avec nos partenaires extrêmement matures qu'on va pouvoir proposer à la standardisation de type AFNOR. Et là, par contre, il va falloir payer. Donc là, il va falloir... Du coup, ça, c'est un travail que tu avais déjà fait à Thales aussi, c'est ça? On l'a démarré à Thales il y a quelques années et on a l'équivalent presque des routines classe Thales pour le test déjà. D'accord. Mais ça, avant, il n'y avait pas de normes? Si, c'était déjà normé ou là, tu es parti de zéro? On avait, alors sur le test, il y avait très peu de choses. J'ai retrouvé des documents de 1987. Et j'ai donné un document à Christophe Lotz de Aster, qui pour moi est le référent en outil dédié aux analyses de testabilité des cartes. 1987, qui n'était pas si déconnant que ça. 1987. Quand j'implantais mes premières cartes, mon responsable avait développé un outil, on pilotait l'accessibilité pour le test des cartes par le schéma. Les points de test étaient ajoutés automatiquement dans les schémas. On est en 1988. Oui, ça va. Le test, c'est le sujet qui a été le plus abandonné sur les 30-40 dernières années. Test des cartes équipées. On a fait miroiter que le test fonctionnel allait remplacer tout. Non. C'est beaucoup plus cher et ça ne permet pas d'avoir un diagnostic performant en production pour corriger les cartes. Donc là, pareil, on a complètement dévié. On a fait croire qu'on n'est pas à la place de mettre des points de test, ce qui est vrai dans certaines cartes. Oui. Il y a des histoires de volume de production qui fait qu'on n'en a pas besoin, parce que là, on a d'autres stratégies. Mais dans la plus grande majorité des cartes, l'accessibilité était tout à fait possible et on l'a abandonné en race campagne par manque de compréhension, manque de connaissance des paramètres qu'il fallait faire. Donc le test est le sujet pour moi le plus simple à reconsidérer et on va redonner de la compétitivité à nos EMS, on va redonner de la compétitivité à toute notre filière en redonnant la juste place au test structurel des cartes lors de l'assemblage. Donc là, on est prêt en termes de maturité. On a nos experts au sein de Thales qui ont bossé sur le sujet avec des partenaires industriels EMS, des gens qui assemblent, mais également les gens qui fabriquent les outillages de test. Et on a fait aussi... et puis, on a préparé le document quasiment à l'image d'une AFNOR spec pour le test. D'accord. Donc déjà, il est quasiment prêt. OK. Donc, les travail a bien avancé. Derrière, il est très avancé, mais il faudra le partager au-delà de Thales, comme on a fait sur le sujet-là. Mais on a les mêmes EMS, les mêmes gens qui assemblent les cartes, donc on aura les mêmes réponses partout. Donc, je pense que je ne suis pas très inquiet, quoi. OK. Ouais, donc tu nous as dit que les logiciels CAO allaient intégrer la 2212. Donc ça, c'est officiel. Alors, on travaille avec les éditeurs CAO pour intégrer ce type d'approche dans leurs outils. On leur démontre que c'est simple à faire. Et in fine, c'est simple. Ils ont l'outil qui sait renseigner les paramètres et on a les paramètres. Donc le lien, il est pas très compliqué. Ce qui me surprend le plus, c'est que... les préoccupations de nos éditeurs CAO ne sont plus celles-ci. Ne sont plus ces gains de compétitivité liés à ce type d'activité, le fait de bien paramétrer son outil. Ouais. C'est plus la préoccupation nature. Alors, j'essaie de me l'expliquer par différents canaux. Je pense tout outil, n'importe quel outil, sa vision finale se joue dans ces toutes premières années. Une fois que les premières années sont passées, l'équipe qui l'a pensé finit par partir et ceux qui vont l'entretenir ne sont plus dans la dynamique de l'innovation extrême qu'il y a besoin. Et ce qui fait qu'on a des outils qui ne bougent plus tant que ça. Ils peuvent bouger en façade, mais en termes de fonctionnement, ils sont pas au niveau où on pourrait attendre, principalement en termes de compétitivité. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as fait la surcouche. C'est pour ça qu'on a fait la surcouche. Exactement. Parce que les logiciels, ouais, ils ont fait la base, entre guillemets, mais maintenant, ou alors c'est des options payantes, et encore, il n'y en a pas. Enfin, je suppose qu'il y aurait eu ces options-là, tu les aurais peut-être déjà dans le coup. Alors, je vais rebondir dessus, sur ce que tu dis. On a vendu notre solution, les plugins, entre guillemets, la partie augmentée de la solution Thales pour PCB View, qu'on greffe sur Allegro PCB. On l'a vendu en 2002 à Cadence. D'accord.
Donc Cadence l'a acheté parce qu'ils ont compris qu'il y avait des gains de productivité dans leur outil qui étaient extrêmement importants. Et toi, c'était assez général pour l'appliquer dans les autres entreprises? C'était tout à fait général. J'ai toujours pensé de manière extrêmement générique ce que je faisais. Donc c'est comme l'after spec. Donc derrière, je m'intéresse à l'électronique au sens large. Je n'étais pas forcément à une électronique particulière dans mon entreprise. Je le disais, hein, le choix des composants structure ma carte électronique, que je sois dans le médical, que je sois dans le spatial ou que je sois dans... Ça structure de la même manière. D'accord. Donc, Cadence achète la solution Thales à l'époque, hein, avec une somme relativement conséquente, et achète d'autres composantes de nos ateliers hardware. Et Cadence, changement de direction 2 ans plus tard, ils abandonnent le projet complètement. D'accord, ok. Donc ça, on est en 2002. En 2024, je faisais partie du user group européen de Cadence à Bruxelles. Dans les innovations que Cadence cherche à remplir en 2024, c'est ce qu'ils ont acheté en 2002. Okay. Donc ils ont 22 ans de retard. 22 ans, mais quasiment tous. Ouais. Quasiment tous au même niveau. Et c'est surprenant. Ils ont une attractivité par des thématiques nouvelles à chaque fois. On a connu les époques de routeurs automatiques, interactifs, auto-actifs, avec tous les noms qu'on voulait. On utilise de moins en moins les systèmes automatiques sur nos cartes électroniques pour une raison extrêmement simple, c'est que là, on a une diversité de situations, de composants, de mix signaux, de mix technologies qui sont de moins en moins favorables aux outils avec des automates à l'intérieur. Et avec l'intelligence artificielle? Et l'intelligence artificielle, on travaille avec Cadence sur le sujet depuis des années. C'est extrêmement embryonnaire et la probabilité que ça produise quelque chose est extrêmement faible. Okay. Vu de moi. Mais je peux me tromper, mais la nature des cartes que je te montre ici... on ne verra jamais le jour. J'aurai encore un petit peu de boulot encore dans les 5 ans qui arrivent. Quoi. Oui, dans les 5 ans. Et par contre, ce qui est quand même un peu décevant, c'est qu'il y a ce Graal de l'intelligence artificielle. Et par contre, les fonctions extrêmement importantes qu'ils ont communiquées pendant des années, ils n'ont pas réussi à les solutionner et les gens y galèrent toujours autant. Je peux évoquer 3 sujets. Hein. Le vernis épargne sur les cartes, il est géré en 2024 comme il était quand on le faisait à la main dans les années 70-80, dans tous les outils CAO. Donc on a une vision, entre guillemets, négative du vernis épargne. J'ai dû te l'expliquer plusieurs fois. Oui. La manière de voir le vernis épargne en négatif, c'est uniquement un héritage du travail qu'on faisait à la main. Et les outils CAO n'ont pas compris les éditeurs CAO, qu'il fallait gérer le vernis épargne au même sens que je gère le cuivre de manière extrêmement intelligente. Pour que les gens comprennent, dans notre outil de CAO, là où on met du cuivre, enfin des shapes, entre guillemets, pour des zones, c'est là où il n'y aura pas de vernis. Du coup, on travaille à l'inverse. Ouais, à l'inverse. À l'inverse, et l'intelligence est extrêmement faible de la conformité, et c'était le sujet le plus, quasiment qui produit le plus de défauts en fabrication, où les gens qui fabriquent les cartes modifient les données qu'on leur envoie pour ajuster le vernis épargne. Parce que c'est aussi compliqué à faire que du cuivre en fabrication. Donc, le vernis épargne, côté Thales, on l'a imaginé avec un mode complètement en mode positif. Donc là, on traite le vernis épargne comme on traiterait des shapes de cuivre, hein, de manière extrêmement automatique et positive. Et on a eu des gains de compétitivité extrêmement importants. On l'a présenté à Cadence en 2014, 2017. C'est ressorti de leurs concurrents qui avaient assisté à nos présentations, qui ont demandé à Cadence de l'intégrer nativement dans leur outil CAO. Et Cadence va sortir la première version des outils qui vont générer du vernis épargne en mode positif et non plus négatif dans leur solution CAO dans les mois à venir. D'accord. Okay. Les échanges mécaniques électroniques, c'est le sujet où on a le plus... on a le moins d'efficacité malgré toute la communication, les rendus 3D dans tous les sens qu'on peut faire. La capacité à véhiculer les contraintes mécaniques vers l'électronique sont encore extrêmement embryonnaires chez les outils CAO. Et pourtant, dans les années 2010, il y a eu des travaux extrêmement poussés sur le sujet et qui n'ont pas été poursuivis. Le dernier exemple que je pourrais prendre, c'est sur le test qu'on a évoqué, hein, le test structurel. Les éditeurs de CAO n'ont pas du tout compris à quoi servait le test structurel des cartes et ils ne l'ont pas intégré de manière intelligente.
Et on est en train d'essayer au moins nous, avec Cadence, on retravaille de manière forte pour que ça soit une gestion vraiment intelligente de la prise en compte du test dès les phases initiales de conception. Oui, ok. Donc, c'est pour montrer quelques illustrations. L'innovation ne vient plus produire un dossier le fameux data package, un dossier de définition de manière efficace. Pour quelqu'un qui est jeune sur un outil CAO, ça peut être extrêmement compliqué. La technologie de sa carte est un petit peu compliquée. Et ça, pareil, ils n'y sont pas attachés. Ouais. Ouais, je voulais revenir aussi un peu donc secteur vieillissant et la jeunesse qui a du mal à venir. Tu l'expliques comment ? Est-ce qu'elle a du mal à venir ? Je ne sais pas trop. Alors, c'était un métier de technicien pendant très longtemps, métier d'implanteur. Et les techniciens, on a formé de moins en moins, donc de moins en moins de candidats potentiels pour ces métiers-là. Pendant très longtemps, on avait fait miroiter que le placement routage allait quitter l'activité de conception pour aller vers les activités de fabrication. Donc ça crée une zone de turbulence qui a été extrêmement défavorable, alors que c'est l'inverse. Le placement routage a repris une place centrale dans les équipes d'ingénierie en conception. J'ai jamais vu dans ma carrière, c'est une des plus belles observations que je fais, c'est que la conception du circuit imprimé est devenue centrale dans l'ingénierie de conception d'un dispositif électronique, d'un système. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Donc, on ne peut pas l'isoler de manière simple. On a démarré en 2008-2009. Les gens qui faisaient le placement routage au sein de Thomson CSF et puis de Thales étaient extrêmement vieillissants. On ne formait plus de gens nouveaux. J'étais la dernière génération qui avait été formée, et moi j'ai commencé en 88. Donc on a décidé, à quelques-uns, de relancer un apprentissage dans le métier du placement routage. Donc on a lancé des activités on proposait à des gens de faire leur licence en apprentissage, faire du placement routage. Donc on a une formation Bac+2 en électronique, système numérique ou autre, et on leur demandait, pendant une année, on les a pris en alternance, et on a renouvelé quasiment dans Thales tous nos implanteurs par ce canal-là. Donc sur 10 ans, 15 ans, on a une population jeune en placement routage. Oui, bah ça je l'avais bien vu. Ouais. Tous les ans, enfin, je suis resté sur 2 années systématique. Et oui, il y avait des nouveaux implanteurs. Et ouais, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était, comme tu dis que c'est central, c'est la première fois aussi que je voyais dans le même bureau, donc ils appellent ça des marguerites, les bureaux qui étaient mis donc en coin pour que ça fasse une petite marguerite, enfin les 4 bureaux collés. Et du coup, il y avait deux routeurs CAO et de la méca juste à côté. Et je trouvais ça vachement intéressant d'avoir les deux en même temps, qui pouvaient s'échanger et tout ça. Et en plus, l'ingénieur souvent venait au bureau et puis travaillait ensemble. Faut travailler tous au même endroit. Je trouve que c'est vraiment important. Mais on a bien, on a réussi à former. On a pris du monde en apprentissage. Il faut vraiment bien questionner la personne que l'on va prendre pour mesurer si elle a une capacité à rester sur ce métier-là. Ceux qui restent, ils n'en sortent pas. Par contre, les gens qui veulent faire de l'électronique peuvent quitter le métier. Donc il faut, lorsque vous souhaitez prendre une alternance, ce métier de placement routage, il faut être extrêmement vigilant et aguerri à bien questionner le candidat ou la candidate pour vérifier qu'elle a bien envie de poursuivre un métier de placement routage après. On a une petite aparté sur le côté féminin aussi. Le placement routage en électronique est peut-être un des métiers où il y a le plus de personnes de sexe féminin. Ah ouais. Ce qui est surprenant. Et en électronique, c'est quasiment... Et moi, quand j'ai commencé, c'est déjà le cas. En 1988, il y avait plus de femmes en placement routage que d'hommes. D'accord. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas forcément compté. Enfin... T'es plus jeune. Oui. T'es beaucoup plus jeune. Alors, la raison, elle est assez simple à comprendre. Le placement routage, dans les années 80-90, les outils CAO arrivent à peine. On est encore dans l'étape où on part d'un ingénieur qui a conçu, comme je pouvais le faire à l'école, sur soit à l'échelle 2 ou à l'échelle 4, donc là, il concevait sur des échelles plus grandes, et derrière, il y avait une phase de ressaisie. Et cette phase de ressaisie était faite plutôt par des femmes. D'accord.
Ok. Pour une dextérité, une rigueur et autres. Et ce qui fait que ces femmes-là, quand les outils CAO sont arrivés, se sont naturellement retrouvées à faire du placement routage. Et ma seconde responsable en placement routage était une femme pendant des années. D'accord. Et au sein de Thomson et de Thales, on avait plus de femmes que d'hommes en responsable bureau d'études électroniques. Bah, c'est vrai qu'en électronique, même moi, pendant mes études, il n'y avait quasiment pas de femmes. Ouais. Ça, c'est dommage. Après, tu évoquais mes déplacements, j'en fais beaucoup. Oui. Alors, beaucoup, tu me voyais partout. Mon constat, c'est que les choses ne se font jamais toutes seules. Donc, je suis engagé pour donc je suis engagé auprès d'écoles. Donc, je fais des interventions dans les écoles, en licence, en maîtrise ou dans différents établissements tournés électroniques. J'anime de nombreux groupes de travail, et les gens, il faut aller voir, il faut aller observer comment les gens y font. Donc, on anime, il faut créer des dynamiques, et les dynamiques, elles se créent beaucoup plus facilement en termes d'efficacité par du déplacement. Ensuite, il faut faire du lobbying, pas au sens négatif du terme, mais il fallait expliquer les choses pour qu'on le fait. Et j'ai un rôle transverse au sein du groupe Thales, donc je dois me déplacer également sur Paris de manière 2 fois par mois, au moins 2 fois par mois sur Paris dans différents établissements, et après dans les autres sites de Thales. Et le reste du temps, je suis en visioconférence ou en ligne. Donc 80% de mon activité professionnelle, c'est soit en ligne, par du Teams ou des solutions équivalentes, ou alors du déplacement. Ça correspond à mon activité à présent, en effet. D'accord. Donc tout ça pour disséminer, pour observer, capturer, fédérer, convaincre, expliquer, et puis porter et construire. Faire de la veille. Faire de la veille. J'ai toute une partie qu'on n'a pas évoquée, mais je suis passionné également par la partie innovation en électronique. J'ai pas mal de brevets propres sur des technologies au sein du circuit imprimé, et ces brevets, il faut aller faire de la veille sur des salons, il faut aller voir des fabricants, il faut aller mener, donc c'est une partie également qui m'intéresse toujours beaucoup. De toute façon, s'il y a des parties que les auditeurs ils veulent qu'on approfondisse, il ne faut pas qu'ils hésitent à mettre en commentaire. Oui, on aura de on pourra refaire des podcasts si tu le veux bien. On va pas tarder à arriver sur la fin de toute façon. 3 minutes. Oui. Oui, donc s'il y a des sujets ou des choses n'hésitez pas à le dire. Toi, on peut te suivre où? Alors moi, c'est sur LinkedIn principalement. Sur LinkedIn, j'ai mon activité. Je suis beaucoup moins aguerri que toi, sûrement. J'ai pas tous les codes. Je le fais beaucoup plus à l'instinct et quand j'ai le temps. J'ai une seconde activité aussi importante que l'électronique, qui est dans mon activité personnelle en plus de ma famille. Et par contre, je fais un pont tout à fait similaire entre. Donc, je suis, comme j'ai pu te l'évoquer, je suis président d'une grosse association d'éducation à la nature pour les enfants. Donc, ça peut sembler extrêmement éloigné du monde de l'électronique. Et pourtant, c'est quasiment les mêmes travers que j'ai pu observer dans le manque d'éducation à la nature qu'il y a pu avoir pour nous, mais déjà bien avant nous, générations bien avant. Et je considère que l'attachement à la nature pour la protéger passe par une éducation, une connaissance, alors forcément par le côté ludique, beaucoup plus que par le côté théorique des enfants. Donc l'éveil des enfants à la nature passe par une immersion avec des systèmes répétés, ritualisés. Et en effet, je suis peut-être dans un grand groupe, mais je gère 12 salariés par ailleurs qui font de l'éducation à la nature et avec un directeur de structure avec qui on passe autant d'énergie que l'on passe en électronique, mais quasiment au moins le même engagement et in fine les mêmes manières, le côté éducation, le côté comprendre l'origine, pourquoi ça ne marche pas, et l'élément central pour faire bouger les choses et réorienter différemment. Et ce que je fais pour l'électronique, je le fais tout à fait de manière similaire
dans mon engagement pour l'environnement et pour la nature ordinaire. Et j'ai trouvé, et j'étais super content, à nouveau des professeurs sur Rennes, ils se reconnaîtront si nous écoutent et qui ont la même passion pour l'électronique. Et je proposerai de les inviter pour un podcast et la même préoccupation pour l'environnement, et on essaye de faire marcher de pair ces deux valeurs, sachant que l'électronique ne va faire que se développer, qu'on soit d'accord ou pas, et à nous qu'elle trouve sa place normale dans la société, et que la nature puisse retrouver sa place également, quoi. Ok, c'est bien, on a commencé dans la nature, on finit dans la nature. Les circuits sont verts, il y a peut-être une raison. Oui. Ok, en tout cas, n'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn. À chaque fois que j'essaye de mettre les invités que je vais interviewer, n'hésitez pas, il faut poser des questions, il faut mettre des commentaires. Et voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, de toute façon, mon avis, c'est que vous êtes courageux. Vous êtes courageux, vous êtes un peu dans le secteur, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est assez important pour le début de la chaîne, et voilà. Je ne sais pas comment terminer, on peut dire. Non, je suis ravi de contribuer. Et surtout, je te le dis à nouveau, moi, je salue ce que tu initialises comme démarche. Je trouve qu'elle est extrêmement originale et importante. Et à mon avis, elle est en train de changer un peu les codes de communiquer sur l'électronique, sur l'industrie au sens large. Et je souhaite que ça se développe, ça se multiplie. Et c'est aussi une des clés pour rendre le sujet attractif. Donc, mais ça, c'est grâce aussi à vous. Enfin, je vois les experts, moi, au début, je me dis, moi, je peux pas faire un truc comme ça. Déjà, qui c'est qui va venir et ça. Mais je me rends compte que on est dans un secteur vieillissant, les personnes s'en vont et elles n'ont pas envie de partir avec leur savoir. Oui. Et ça peut être une des solutions, entre guillemets, le podcast, d'enregistrer un peu le savoir de chacun. Mais voilà. Donc, très bien. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir fait confiance pour ce premier podcast. Je ne sais pas si ce sera le dernier, on essaiera d'en refaire. Et puis voilà. Merci. À bientôt.